Quelle belle journée, hein, Stéphanie? Magnifique. Et c'est pas terminé, hein? C'est comme le début d'un nouveau segment. C'est exactement le début d'un deuxième événement dans la même journée. C'est la première fois qu'on fait ça. Effectivement, c'était un beau défi, puis je pense que ça, on l'a relevé. Bon, du moins, Attends, touche du bois, là. À main levée, qui était là aujourd'hui en journée? ce matin. Quand Wow! même, bravo. Bravo et d'être encore avec nous. Et qui vient d'arriver pour le deuxième segment? Ah, ben bienvenue parmi nous. En fait, aujourd'hui, on a vécu une journée assez magique. On a commencé avec un panel sur les 5 chantiers pour s'inspirer des solutions à venir dans plein de domaines. Et pendant ce panel, il y avait quand même 2 ateliers aussi en parallèle. Un sur les pouvoirs intérieurs à développer, donc comment faire une transition intérieure au service de la transition extérieure. Avec Valérie Néron, bien sûr. Avec Valérie Néron, nul autre que Valérie. Et nous avions également un atelier avec Christelle Marilène Papineau sur la communication environnementale. Ensuite, on a eu un bon dîner. Vous voyez le festin ici? Imaginez-vous une tablée. Par applaudissement, qui a aimé son dîner ici? Eh oui, comme on l'a dit, il y avait énormément d'amour et il y en a encore ici. Donc, s'il y a une petite saveur que vous n'êtes pas capable de dire, voyons, c'est quoi ce petit quelque chose-là? C'est probablement de l'amour pur en goutte. Et on remercie le chef Ayman et son équipe et sa maman qui Oui. nous ont préparé un dîner succulent ainsi que de magnifiques bougies. Des bougies. Des bougies, mais je voulais dire des bouchées, mais là, c'est comme la bouche d'une personne fatiguée. Pourtant, la soirée ne fait que commencer. Tout à fait. Donc, ensuite, parallèlement, on a fait une fraise des nouveaux récits où est-ce qu'on a sorti 7 récits full inspirants. J'ai hâte de les entendre. J'ai pas pu, mais j'ai hâte de vous les partager aussi. Parce que la thème de cette journée, c'est vraiment création des nouveaux récits. Donc, nous, pour contrer ces imaginaires et ces dystopies négatives, on s'est dit qu'on va. Oui, ça fait partie de la fresque, mais il faudrait que tu la suives. Ouais, c'est vrai, tu l'as fait souvent. Donc, ceci étant dit, on veut polliniser de récits positifs pour réussir à embarquer les gens dans la transition, puis donner de l'énergie à ceux qui sont déjà dans la démarche, qui ont besoin d'un petit coup de main des fois, parce que c'est pas toujours facile d'être acteur et actrice du changement. Et parallèlement, on a eu 4 ateliers, donc un sur les changements de comportement avec Benoît, également les émotions. Je résumerai Avec les écomotion. émotions. Avec écomotion, donc Anne-Sophie j'allais dire qu'il nous a quittés, mais non, elle est encore en vie, elle est juste partie. Et ensuite, C'était plein d'émotions, là. Laissez-moi vous dire ça, là. Un atelier sur le storytelling avec Louis-Maxime et en écriture créative avec Mathieu Lippé qui est encore avec nous ce soir. Ouais! Donc, et là c'est ça, on vous fait tout le résumé de la journée pour que vous sachiez où on part en ce moment. Et là, on s'enligne pour une très belle soirée. Tout à fait. Avec des invités qui ont eu des transitions de carrière. Mais ça, c'est dans quelques instants qu'on va en parler un peu plus. Avant tout, j'aimerais peut-être inviter c'est vrai. Jean-Philippe. Ah, ben, t'es là. Jean-Philippe, directeur par On dirait intérim qu'il en attendait. Développement durable. À vous dire un petit mot de bienvenue. Et aussi des Stéphanie, c'est moi. D'abord, je voulais vraiment vous remercier. Ça me fait chaud au cœur que vous soyez ici. Là. C'est tellement cool d'avoir tout ce monde-là. Tu parlais d'être acteur de changement. Là. On l'a tous vécu, cette question un petit peu weird là, de nos parents ou d'un collègue. Tu fais quoi dans la vie, toi, exactement? Je ne sais pas si ça vous est arrivé, là, mais moi, je me rappelle, j'ai gradué de mon bac en commerce en 2001. Je suis allé voir le stand des carrières. J'ai demandé, c'était en anglais, j'aimerais ça une job là, en environnement, là, quelque chose pour aider les compagnies à faire comme moins de gaspillage, moins de pollution, plus de profit avec ce qu'ils font déjà, puis respecter la nature, couper moins d'arbres. Tu sais, comme je n'étais pas trop sûr de ma terminologie. La fille m'a dit, c'est quoi, il y a une nouvelle école dans l'ouest de l'île, c'est le McGill School of Environment. Il y a des animaux, c'est proche de la campagne, tu vas adorer ça. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je dis non, pas ça. Plus comme ethical, tu sais, prendre des bonnes décisions avec ton cœur, tes valeurs, mais que ça soit reflété dans, je sais pas, ce que la corporation pense.
Elle me regardait comme ça. Oh, that's so deep. Elle m'a dit, tu sais quoi, je vais écrire une lettre de recommandation pour que tu ailles faire une maîtrise en philosophie. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ben ouais. Fait que ça, Pas facile, oublie hein? ça, tu sais, 4 ans de carrière classique dans le milieu de la consultation. Après, je suis retourné aux études. J'ai fait une maîtrise. Après, je me retrouve quelques années plus tard, il y a tout juste 8 ans, là, dans un grand fonds de pension ici à Montréal. J'étais le premier employé qui regardait ces questions plus larges d'environnement, de social, de gouvernance dans les placements, les décisions de placement. Là, tu es à la table avec des gars en soute, tout blanc, qui discutent d'un achat d'une chaîne d'équipements de sport dans le sud des États-Unis. Oh yeah! Équipement de sport dans le sud des États-Unis dit évidemment arme à feu. Qui dit arme à feu dit salle de tir. Fait que moi, j'arrive avec un article de presse dans cette affaire-là. Je dis, avez-vous vu la tragédie qui s'est passée dans cette ville-là? La petite fille qui a tué son moniteur de tir avec son Uzi le jour de sa fête. Est-ce que vous avez monitoré comme c'est quoi les politiques de fêtes d'enfants dans les salles de tir, puis les ratios de moniteurs versus enfants? Puis il me regardait comme ça. Who the hell is this guy? Comme qui a laissé rentrer? Sécurité, s'il vous plaît, sécurité. J'ai fait 1 an dans cette job-là. Donc, mais regardez, aujourd'hui, on est à la Maison du développement durable. C'est comme le hub du développement durable pour toutes vous autres, pour toutes nous autres. Ça supporte des entreprises, des ONG ici. Puis je trouve que c'est cool d'avoir des firmes comme la vôtre qui sont capables de faire le pivot en toutes ces personnalités, toutes ces expertises. Donc, merci encore d'être ici. Wow! T'es un raconteur, hein? Alors, ce qu'on ne voulait pas, c'est que Maxime, il y a 10 minutes, m'a dit, est-ce que tu peux meubler là, pendant 5 minutes, là, juste quelque chose de drôle et loquace. Là, Mais t'as bien fait ça. Ouais, merci. Bravo. Donc, la Maison du développement durable avec qui on collabore pour ce magnifique événement. Mais on a d'autres collaborateurs aussi qui nous ont aidés à l'organisation. Et on aimerait inviter Esther. Ben oui. Esther. De Elio. Exactement. Donc, Elio, la belle équipe d'Elio qui se sont joints à nous à titre de co-organisateurs, dont on est vraiment contents. C'est que le début. Ben, ce n'est pas un début, en fait. C'est comme une belle continuité de relations qui ne va qu'aller encore plus loin. Donc, à toi la parole. Et puis, merci. Ah, je vois que je me disais qui, parce que toute l'équipe Elio ou presque était super occupée aujourd'hui toute la journée, mais il en reste pas beaucoup. Il y a Nelly, il y a Chloé. Qui d'autre? Ah ben il y a Véronique, voilà. Donc on a été pas mal présents. Puis là c'était une surprise, mais il paraît que je vais être assise là dans pas très longtemps. Et puis en fait nous l'histoire avec Quintus, ça date du premier parcours développement durable de la ville de Montréal, où on s'est dit avec qui on pourrait vraiment avoir du fun en termes de communication. Et puis, on est allé voir l'équipe de Quintus qu'on connaissait déjà un petit peu avant. Et puis, c'était un beau pari parce que c'est la première fois quand même que la ville de Montréal faisait confiance à des firmes quand même d'une taille pas aussi grosse que ses habitudes. Et donc, on a joué le pari et ils ont été séduits et nous aussi. Et on n'a pas arrêté de collaborer depuis ce temps-là. Voilà. C'est vrai. C'est une belle histoire d'amour, en fait. Depuis des années, on cherche comment on peut collaborer avec le parcours développement durable qui était avant la pandémie. Et qui s'est poursuivi pendant la pandémie. Merci, ça n'a pas été facile, mais on avait transféré tout ça en numérique. Donc oui, ça s'est poursuivi, puis qui est maintenant le parcours transition écologique avec l'école des entrepreneurs. Vraiment. Donc, en tout cas, on est super contents de collaborer ensemble, puis ce n'est que le début. Oui, vraiment. Ouais. Donc, merci, Esther. Merci, Esther. Pardon, Stéphanie? En fait, j'allais dire, c'est le retour des Quintus à 7. On est en 2019, je me rappelle, on était au Conseil des arts, on terminait l'année en beauté, l'art au service de la transition. Puis là, on disait, hey, 2020, ça va être une belle année, on est prêt. Ouais. Ça faisait 3 ans. Ici, le Quintus à 7, c'est le 17e Quintus à 7 qu'on organise. On a commencé au 5e, pas à Verdun, dans le sud-ouest. Comment ça va? Sud-ouest. Ouais. Bref,
un Le espace, premier un café local. zéro déchet que vous avez peut-être entendu parler. Puis le but, c'était de rassembler des gens qui avaient à cœur le développement durable puis qui voulaient découvrir des entreprises, des organisations puis des solutions pour aller dans cette direction-là. Donc, on a créé des petits moments, des petits événements. On était peut-être une trentaine au début, micro ouvert, vos trucs sur le zéro déchet. Puis au fil des années, on s'est amélioré, on a appris, on a eu de plus en plus de partenaires, un plus gros réseau qui s'est élargi. Puis jusqu'à aujourd'hui, en fait, 2019, hey, 2020 va être une grosse année. C'était le momentum 2019. Ah ouais. Wow, on était fiers. On était comme, wow, la programmation l'année prochaine, ça va être incroyable. Et puis, il y a eu une pandémie. Hein? On a tous vécu cette fameuse pandémie et finalement, ben, on a mis ça sur pause parce qu'il y a eu un autre événement quand même marquant dans notre vie. On est devenus parents. C'est vrai. Et ça change une vie de devenir parent. Et donc là, on n'était pas sûr, ouais, tu sais, c'est beaucoup d'énergie et tout ça. Puis là, notre équipe était comme, c'est quand le retour des Quintus à 7? Puis des gens qui nous disent, c'est quand le Quintus à 7? Puis, fait que finalement, ben là, on est aujourd'hui dans le grand retour des Quintus à 7. Et ben, j'aimerais quand même savoir dans la salle, on a posé la question ce matin, mais puisqu'il y a des nouveaux visages qui se sont joints à nous, qui a déjà participé à un Quintus à 7? Par applaudissement, tiens. Ah. Donc, on est content d'être avec vous. On va remercier nos partenaires précieux parce que sans ces partenaires, cette belle programmation, cette belle journée ne serait pas aussi riche. Et donc, on remercie nos partenaires financiers qui sont Desjardins, Recyc Québec et le collectif Éco qui sont ici présents aussi et qui ont un très beau prix à faire tirer qu'on va faire tirer tout de suite après le panel. Donc, pour tous les gens qui auront acheté un billet, donc autant les gens de jour qui ont quitté, un beau site Internet vitrine sera tiré parmi les gens participants. Et on a d'autres partenaires. Je te laisse poursuivre. Ben, en fait, je pense qu'on avait mis une petite liste pour ne pas les oublier, mais on remercie le Réseau des femmes en environnement, la Jeune Chambre de commerce, l'Université dans la nature, Équiterre, Nouveau Monde Production, Gotsi, Bubble Bloom, Gardien et Gardienne du vivant, Baldwin, Camino, Boreali et Beagle Bagel Café. Donc, c'est vraiment grâce à eux qu'on réussit à faire tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Puis, une bonne main d'applaudissements pour ces gens. Et là, on est dans un moment de pure humanité et de pure transparence aussi. Là, vous vous dites, c'est intéressant ce qu'ils disent. J'avais vu Julie Dionne aussi. On est venu me dire à l'oreille qu'elle avait un petit malaise. Donc, revirement de situation imprévu pour nous. Donc, ceci étant dit, je vais juste aller chercher quelques feuilles avec des questions parce que je ne veux pas manquer la chance d'accueillir nos invités. Puis, on veut, tant qu'à faire, on va réagir comme on l'a toujours fait, c'est-à-dire Ben, j'aimerais quand même faire un hommage à Julie oui, parce que Julie c'est vrai. a vécu une période très difficile. Elle a accepté d'animer notre événement, sachant qu'elle enterrait son papa hier. Je le dis, ça me donne une émotion parce que Julie, c'était elle qui a animé notre dernier Quintus à 7. Elle a toujours cru en nous, c'est une amie, on l'adore énormément. Puis j'aimerais vraiment qu'on prenne ce petit moment pour lui envoyer un maximum d'amour parce qu'on l'aime beaucoup. Puis c'est pas des événements faciles à vivre. Donc ben, j'en profite pour le faire dès maintenant vu que j'apprends à l'instant ce que nous venons d'apprendre. Fait que je lui enverrai une belle main d'applaudissements remplie d'amour. En fait, il y a Benoît. On va commencer une discussion avec Benoît. Oui, Mais ceci Benoît. étant dit, on est quand même dans les nouveaux récits, puis c'est des péripéties, hein, ça fait partie de la game, tout ça. Et là, je reviens sur, on va recevoir des panélistes, des gens qui ont accepté, merci beaucoup, de faire des transitions de carrière. Mais avant tout, il y a des jeunes aussi qui sont parmi nous, puis des jeunes qui sont full inspirants. Et un de ces, je dis un jeune, mais quel âge as-tu, Benoît? 27? Bon. C'est encore jeune. Il y a pas de Oui, temps. oui, c'est encore jeune. Puis eux, il n'y a pas de compromis. Ils, déjà en partant leur carrière, ils œuvrent pour faire la transition. Puis on va l'accueillir en ouverture de cette discussion. Oui, on peut s'asseoir. Et là, tu es venu me porter ça. Est-ce que tu veux que je le mette puis je donne le micro? Parfait, je fais ça.
Benoît? Oui, est-ce que tu m'entends? Benoît, je te laisserai te présenter à notre foule. Explique, on aimerait ça savoir en fait, tu es qui? Ouais, tout simplement. Tu es qui, Benoît? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents en si grand nombre aujourd'hui. Il y a beaucoup de visages familiers dans la salle aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir de vous revoir à chaque fois. Donc, en quelques mots, qui je suis? Je m'appelle Benoît. Ça fait un peu plus de 6 ans maintenant que je suis au Québec. Comme vous l'entendez, je viens de France. Je suis venu au Québec pour faire une maîtrise en génie biomédical. Donc, je suis ingénieur de formation, pas au titre de l'OIQ, il ne faut pas le dire trop fort. Mais voilà, je suis quand même ingénieur. Et puis, j'ai rencontré la fresque du climat ici. Je suis devenu animateur puis formateur de la fresque du climat. Et depuis peu, je suis aussi le référent pour le Québec, pour la fresque du climat. Donc, je travaille au quotidien dans une compagnie qui fait des dispositifs médicaux. C'est ça qui occupe la plus grande partie de mes journées. Et à côté de ce travail, donc, j'anime la communauté bénévole de la fresque du climat ici au Québec et surtout à Montréal. Et à côté de ça, j'ai fondé avec 6 autres personnes une coopérative qui s'appelle la coopérative Sens Climat, que je vice-préside et qui a pour but d'amener la fresque du climat dans les organisations québécoises. Donc voilà en quelques mots qui je suis aujourd'hui. Peut-être un. Vas-y, Maxime. Ben non. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Micro sans fil. Pendant que Maxime récupère son micro, peut-être tu peux juste dire un petit mot sur qu'est-ce qu'une fresque du climat pour ceux qui ne le sauraient pas. 1, 2. Qui dans la salle n'a pas déjà joué à la fresque du climat à main levée? Ok, ça vaut la C'est peine moins alors. de la majorité quand même. C'est quand même intéressant. Je suis quand même surpris qu'il y en ait. Mais pour plaisanter, on peut dire que c'est le mouvement citoyen qui va changer le monde. Mais plus sérieusement, c'est un super atelier, la fresque du climat, qui permet de vulgariser le contenu des rapports du GIEC. Donc, c'est un atelier d'intelligence collective qui dure 3 heures. On réunit 6 à 8 participants autour d'une table, puis on leur distribue 42 cartes à remettre dans l'ordre de cause à conséquence pour essayer de comprendre ensemble ce que nous dit le GIEC du changement climatique. Donc, c'est vraiment pas une classe de maître, c'est pas un atelier descendant, c'est pas un cours. C'est vraiment les participants qui, avec le contenu des cartes, apprennent ensemble, dans un temps un peu ludique, que nous dit la science sur le changement climatique. Donc ça, c'est la première partie de l'atelier. Ensuite, on a un temps de créativité. Donc, on va décorer nos fresques, on va lui choisir un titre. Les participants vont faire des dessins, mettre les liens de cause à conséquence en avant, etc. Donc, à la fin, chaque fresque est unique. Chaque groupe a sa propre fresque du climat. Après ce temps-là, on fait un partage des émotions. C'est assez important de voir qu'est-ce que ça nous fait aussi en tant qu'être humain de se retrouver face à ce problème. On échange sur ce que ça nous fait et ça nous permet aussi d'aller puiser dans ces émotions l'envie d'agir. Et c'est le dernier temps de l'atelier, c'est de discuter avec les gens qui sont venus autour de la table de qu'est-ce qu'on peut faire à la fois individuellement dans nos vies, mais aussi collectivement avec les gens que parfois on a rencontrés ou dans nos organisations, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour créer la transition. Merci. Puis, avec ces fresques-là, est-ce que tu pourrais nous partager les principales réactions, des prises de conscience ou les répercussions que tu as pu observer chez les participants? En fait, il y a 2 cas de figure qui sont très différents parce qu'on intervient dans des cadres qui sont très différents. Donc, quand on intervient dans des cadres grand public, animés par des bénévoles, comme on fait ici parfois à la Maison du Développement Durable, souvent, les gens sont heureux de retrouver un peu ce bol d'air, de se rendre compte que, ben non, en fait, je ne suis pas seul à m'intéresser à ces questions. Même à l'échelle de mon quartier, de mon arrondissement, de ma ville, je trouve des gens qui vont prendre 3 heures de leur soirée pour venir discuter de ces sujets et avoir envie de se mobiliser pour passer à l'action. Et ça fait beaucoup de bien à beaucoup de monde. Et quand on intervient dans les organisations, c'est très différent parce que là, des fois, les gens n'ont pas forcément choisi d'être présents, puis ont des niveaux d'intérêt ou de connaissances sur le sujet qui sont bien moindres. Et donc là, il y a quand même beaucoup plus l'effet sonnette d'alarme. Ça réveille un bon coup quand même, se retrouver face au problème et ça permet de faire une pause en fait dans la gestion quotidienne des opérations, prendre un peu de recul et de hauteur sur mais en fait on va où, on fait quoi et pourquoi. Et ça ouvre plein de belles discussions dans les organisations. Puis, là, on est dans les récits positifs, là. Comment tu vois que le rôle des récits positifs peut œuvrer dans la mobilisation puis l'engagement en faveur de la transition socio-environnementale? Mais en fait, il y a de plus en plus de littérature scientifique sur le sujet. La fresque du climat, elle vient répondre à un besoin de vulgariser les connaissances scientifiques sur le changement climatique. Et c'est extrêmement important de donner les clés de compréhension à le plus en plus de monde possible, parce que sans compréhension, on ne peut pas agir et on ne peut pas agir correctement. Mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est que ça ne suffit pas. C'est nécessaire, c'est essentiel de bien comprendre le problème, mais ça ne suffit pas. C'est bien de comprendre que c'est urgent d'agir, mais il faut aussi savoir que c'est possible et en avoir envie.
Donc maintenant, de plus en plus, dans les rapports du GIEC, on a les éléments qui nous disent que oui, c'est possible, on peut réussir la transition si on y met les moyens. Ce qui nous manque maintenant, c'est de réussir à construire les récits positifs pour donner envie aux gens d'agir, envie de se mobiliser. Et là-dessus, la fresque du climat, c'est aussi génial pour tout le volet communauté que ça crée autour. Parce que c'est l'atelier, certes, mais c'est aussi toute la communauté des animes qui se crée autour de ces ateliers. Ah oui. On a sensibilisé 1 300 000 personnes dans le monde, 7 500 au Canada. On est 60 000 animateurs et animatrices dans le monde et un peu plus de 600 au Canada. Et donc, tous ces gens qui se sont formés pour pouvoir animer les ateliers autour d'eux, dans leurs entreprises ou à leurs amis, leurs familles, leurs proches, n'importe, ben, ils se connectent, ils se rendent compte qu'il y a plein de gens qui ont beaucoup d'énergie, qui ont une grande envie de faire changer les choses. Et ça permet aussi de lancer d'autres initiatives, d'aller aussi s'inspirer des initiatives qui marchent à gauche, à droite. Donc ça, c'est vraiment très important. Et aussi, je pensais à la situation de Saint-Exupéry, pardon, que je vais paraphraser assez mal, mais qui disait, dans le fond, si tu veux faire construire un bateau à tes hommes, ne commence pas par leur faire tisser des voiles, scier des planches et forger des clous, mais fais naître en eux le désir de la mer. Et donc, je pense que c'est extrêmement important parce que c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. On a les solutions, elles sont disponibles, il faut juste donner envie aux gens de s'en saisir. Et vous allez avoir aujourd'hui un panel de personnes exceptionnelles qui ont fait une transition dans leur vie et puis qui agissent au quotidien dans dans leur carrière, hein, vraiment, qui consacrent tout leur temps. Mais ce que j'aimerais aussi rappeler aujourd'hui, c'est que sans être des super-héros de la transition comme les personnes que vous allez voir après moi, vous pouvez aussi vous engager. Moi, je n'ai pas quitté ma job, c'est encore un 40 heures semaine où je suis un simple ingénieur. Donc, vous pouvez faire ça aussi en plus, à côté. On a tous le temps de faire un peu plus et de faire un peu mieux. Ben, merci beaucoup, Benoît. Merci, Benoît. Ah, je l'aime, cette citation d'un Saint-Exupéry, puis je trouve que ça me motive à écrire ces récits en fonction. On est dans le cadre des récits. Donc, c'est vraiment génial. Ceci étant dit, comme le dit Benoît, on a 4 panélistes qui vont venir se joindre à nous. Et là, au niveau de la régie, j'imagine qu'on rajoute ces chaises-là sur le tout. Parfait. Donc, subtilement, pendant que j'attire votre attention par ici, j'aimerais vous présenter. Est-ce que j'ai vu Hubert? Parfait. Bon, cher Hubert, si tu veux venir t'approcher vers nous, on va pouvoir tous vous présenter en même temps. Tiens, Stéphanie, semble que tu es bonne là, pour présenter les gens. Là. Donc, pour représenter la régénération de la biodiversité, j'appelle Hubert Mention, auteur et fondateur de l'Université dans la nature. Hubert est ancien avocat en propriété intellectuelle. Il a défendu des personnalités artistiques avant de créer l'Université dans la nature. Il est l'auteur du livre récent « Réconcilier vers une identité environnementale ». Merci. Notre deuxième invité, un homme plein de fougue, de passion. Réal Migneux, fondateur de Ferme de rue, en fait. Donc, on l'accueille, là. Un passionné. Donc, Réal est ancien conseiller en développement durable, qui était conseiller pour une grande firme d'architecture. C'est laquelle? On la nomme-tu? Bon, pas obligé. Pas obligé, parfait. Il a fait le saut vers l'agriculture urbaine. En 2020, il a fondé Ferme de rue pour promouvoir l'éducation et la sécurité alimentaire. Notre troisième panéliste, Esther Dormagin, hein, on la reconnaît, présidente de Helio et cofondatrice de Toucan Solutions. Avec un background en administration et un MBA de McGill, Esther Dormagin conseille des organisations sur la création de valeur ajoutée à la durabilité. Elle a également enseigné le premier cours de Sustainability Consulting à l'Université McGill. Pas rien. Et finalement, notre dernière panéliste, et non la moindre, Joanie Lacroix de Pastel Fluo. Nominée parmi les 100 entrepreneurs québécoises qui changent le monde, Joanie Lacroix a transformé son désir de changement en fondant Pastel Fluo, une plateforme dédiée à l'éveil des consciences. Vas-y. J'aimerais aussi souligner Valérie Védrine, que vous ne voyez pas sur le panel, qui devait être présente ce soir, fondatrice de Masse Critique, qui malheureusement, petit problème de santé, rien de grave, elle va bien, elle va se rétablir, mais ne pouvait pas être présente avec nous ce soir, mais qu'on salue parce qu'on aime beaucoup également.
Et là, en toute transparence et tout, là, il reste une chaise, Stéphanie. Qui de nous deux va pouvoir poser les questions? Comment tu te sens? Connaissant Maxime, il est très bien parti. Je vais te laisser. J'ai aucun problème. Ben pourtant, moi, je sais que tu es bien attentionné envers ces personnes. On fait de la gestion de couple en direct. Moi, je pensais qu'on peut faire ça à deux, tel un duo, mais Ben, aucun problème. Moi, ce que je te propose, comme tu as assisté à la rencontre initiale avec ces panélistes, je te laisse le lead et moi, je vais pouvoir renchérir avec des petites questions ici et là plus spontanées. Avec plaisir. Je t'aime. Ah, bon, heureuse d'animer ce panel. Donc, en fait, on aimerait pouvoir que vous vous présentiez dans vos mots. En fait, juste pour donner un petit mot sur le panel, ce qui nous a inspiré, en fait, c'est des histoires de transition. Donc, le titre prend bien son nom. L'idée, c'était de voir des gens qui avaient osé changer de carrière, oser écouter leur cœur pour aller vers des carrières ou des projets vraiment qui les passionnaient. Et donc, j'aimerais vous entendre sur qui êtes-vous, quels sont vos projets, quel a été le déclic, votre histoire là, en lien avec ce projet. Et je dirais que on va y aller comme avec Hubert pour commencer. Merci. Alors, mon nom est Hubert Mention. Je suis au Québec depuis plus de 20 ans. Et moi, je n'utiliserai pas le mot transition, mais parce que dans mon histoire, c'était une révolution. En fait, j'ai été avocat pendant longtemps en propriété intellectuelle en Europe et un peu aux États-Unis. Je défendais des chanteurs, des stars, des producteurs, des labels, etc. Et à un moment donné, j'ai eu un burn-out très, très, très violent à une époque où on ne parlait pas encore vraiment du burn-out. Donc, je ne savais pas ce qui m'arrivait, en fait. Et je ne sais pas non plus pourquoi j'ai décidé à ce moment-là, plutôt que d'aller voir un psychologue ou un médecin, etc., parce que je n'arrivais même plus à parler, j'ai décidé de me suicider et de le faire dans la nature. Et pour moi, l'endroit de la nature, c'était le Canada. Donc, je suis parti au Canada, sans armes ni bagages. Je suis parti d'une minute à l'autre. Et j'ai été m'isoler dans la baie James pendant plusieurs mois. Moi qui n'avais pas du tout en fait l'habitude de vivre dans le nord et ni dans la forêt ni tout seul. Donc ça m'était assez égal parce que je comptais de toute façon en finir. Et puis voilà, les mois ont passé, la vie a été vraiment très difficile, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que la nature m'avait sauvé. Et quand j'ai découvert ça, je me suis demandé pourquoi. Qu'est-ce qui s'était passé? Et j'ai commencé à faire des recherches. J'ai découvert que depuis la fin des années 80, il y avait un très grand corpus scientifique de recherche sur l'impact de la nature sur la santé mentale et physique. Et quand beaucoup plus tard, avec celle qui est devenue mon épouse, on a décidé de fonder l'université dans la nature, c'était simplement pour transmettre ces connaissances à tous ceux qui en ont besoin, que ce soit des individus ou des décisionnaires. Et c'est comme ça que cette aventure a commencé. Aujourd'hui, on est présent dans beaucoup de pays, on a plus de 40 projets en cours, et on a une approche qui est basée sur la réconciliation du cognitif et du sensible, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler ensemble. Toujours est-il que donc, ça n'a pas été une transition, comme la Révolution tranquille au Québec n'a pas été une transition non plus. C'était vraiment un changement complet de cap. Et jamais je n'aurais imaginé que ça m'arriverait, et jamais je ne conseillerais d'ailleurs de faire ce que j'ai fait, mais c'est ce qui m'est arrivé. Merci, Hubert. Wow. Réal. Bonsoir à tous. Merci de l'invitation. Vraiment content d'être là. Donc, en ce qui me concerne, après mes études, je suis rentré en communication, en relations gouvernementales. J'ai commencé à travailler dans ce domaine. J'ai été même lobbyiste. Et justement, ça m'a un peu vacciné sur plusieurs choses. Mais j'étais aussi amateur de plein air. Et à chaque fois que je sortais en plein air, je suis devenu un guide par la suite. C'est soit moi qui l'entendais ou moi qui disais
Ben là, depuis un certain temps, on voit la dégradation de tel et tel et tel écosystème. Si j'accompagnais des gens en voyage nautique ou en kayak ou en canot, c'était ça. Si c'était en montagne, c'était la même chose. Donc, à un moment donné, après avoir eu quelques expériences qui m'ont remis en question en ce qui concerne mon rôle de lobbyiste, j'ai décidé de laisser tomber ça et de me consacrer uniquement au développement durable. J'ai fondé une firme qui s'appelait RPM, Développement durable, où on travaillait avec une approche collaborative. J'étais retourné à l'école, pour ne pas le dire, la Harvard, là, pour aller chercher la formation pour être capable d'obtenir l'accréditation de facilitateur international pour les grands projets. Et là, dans le fond, on travaillait avec des approches collaboratives pour être capable de faire émerger les meilleures solutions dans le cadre de projets d'urbanisme, de construction ou d'architecture. Et moi, je me trouvais à être au centre de ça, en animant la démarche, en l'encadrant, en faisant les suivis et aussi en faisant tout le processus de certification pour toutes les certifications qui avaient été sélectionnées, que ce soit dans le cadre d'un bâtiment ou que ce soit dans le cadre d'un aménagement en urbanisme. À un certain moment donné, c'était un bon travail. J'ai fait des plans d'adaptation au changement climatique à travers le monde. J'ai aussi travaillé sur des grands projets de construction. Et à un moment donné, il y avait une charge de travail qui était incroyable. Je faisais du développement durable. C'était durable pour les autres, mais ça l'était peut-être moins pour moi. Excuse. Je me retrouvais à travailler des 70-80 heures, puis la firme avec laquelle j'étais était en mode acquisition. Puis là, à un moment donné, il y avait 18 studios différents, urbanistes, architecture du paysage, ingénierie. Et tous ces studios-là étaient rendus à la transition pour le développement durable. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais mon coin de bureau, il y en avait épais dessus. Il y avait 18 studios qui venaient me voir et qui s'imaginaient que j'étais une machine distributrice à développement durable. Là. Puis qu'en tant que quelques heures, j'étais capable de mettre un projet de 100 millions à saveur durable. Et le dernier projet, c'était un projet de 2 milliards. Vous en avez entendu parler en masse de ce projet-là. Pour ne pas le dire, c'est un projet qui risque de bloquer beaucoup de circulation. Et à un moment donné, je trouvais que le compromis était vraiment trop pesant. L'autre compromis, certifier de façon écologique les bureaux, le siège social d'Imperial Tobacco. Donc, vous pouvez comprendre qu'à un moment donné, un gars se remet en question, surtout quand en plus, il y a de la pression pour faire ces livrables-là, puis monter le plus gros centre d'achat pour un mégalomane qui a tué... Bref, c'était du greenwashing. Là. On s'en allait directement vers de l'éco-blanchiment. Puis moi, à un moment donné, je me suis dit, c'est pas pour ça que j'ai commencé à faire ça. Ça m'a beaucoup déprimé parce que j'avais l'impression d'avoir investi beaucoup de temps dans ma carrière, puis d'avoir avancé, puis d'être rendu à un stade. Et donc, je me suis mis en réflexion. Et c'est justement... J'étais amateur, j'ai toujours été amateur de jardinage. Je cultivais, j'étais presque autosuffisant. Ça fait 25 ans que je m'arrange pour tout cultiver les légumes que j'ai besoin. J'avais 4 enfants, je transformais tout pour être capable d'avoir mes légumes, mes fonds, mes soupes pour l'hiver. Puis je disais que je faisais des aménagements festifs et comestibles parce que pour être capable de faire passer des jardins en façade dans mon arrondissement, puis des places où on n'avait pas le droit de faire pousser des légumes, moi, j'ajoutais de l'horticulture. Donc, je mettais beaucoup d'émerveillement dans tout ça. Et ça a fonctionné. À un moment donné, les gens commençaient à faire le tour de la propriété, prenaient des photos, puis tout ça. Puis, lors de ma réflexion, j'ai tout simplement décidé, tu sais, on rêve tous de quelque chose. Il y en a à l'époque, à une certaine époque, là, pour ceux qui ont un peu mon âge, tout le monde voulait avoir un bed and breakfast à cette époque-là. Puis après ça, ça a été partir son spa. Mais et là, on est en mode agriculture. Donc, moi, je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire quelque chose en agriculture. Puis si je ne le fais pas là, je ne le ferai jamais.
Puis avoir un bon travail, dans le fond, c'est un piège un peu doré parce que pour faire une transition, quand tu as un bon travail, quand tu roules sur un rythme de vie où, veux pas, tu t'accoutumes ou tu t'habitues à un salaire élevé puis tout ça, ça a été une transition. Moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, j'en ai combien de vies à vivre, tu sais? Fait combien de fois je vais avoir l'occasion de prendre une décision comme ça qui répond à mes valeurs et qui demande quand même de se lancer dans une zone dans une zone de non-confort, peut-être même dans le vide. Mais si je ne fais pas ça, je ne suis pas en vie. La seule façon d'être en vie, c'est de s'apercevoir qu'à quelque part, on est challengé par rapport à nos valeurs. Alors, j'ai décidé de retourner à l'école. Je suis passé de l'architecture à l'agriculture. Et pendant mon projet d'études en agriculture, bien là, vu que le jardin en façade chez nous fonctionnait tellement, quand les enfants sont partis, j'avais 4 gars. Fait que vous pouvez vous imaginer qu'un un été, je me suis aperçu que les 4 gars étaient partis. Quand j'ai ouvert mon congélateur puis que je me suis aperçu que c'était encore bien plein. J'ai dit, c'est pas normal d'avoir encore de la bouffe dans mon congélo avec 4 gars. Mais là, je m'étais aperçu qu'ils étaient soit aux études, partis en appart, tout ça. Puis moi, vu que je cultivais et que je transformais tout en même temps, là, j'avais plus de place dans mon congélateur pour les cultures que j'avais faites. J'ai mis une pancarte à vendre dans mon driveway. Puis là, j'ai commencé à vendre mes légumes dans le driveway chez nous que j'avais déjà converti en espace de culture parce que le stationnement, je ne mettais pas de voiture dedans, j'avais mis des bacs de culture là-dedans. Et là, je mettais une petite affiche. Bien, ça prenait 30 minutes, là. Je passais tous mes légumes. J'étais rendu le dépanneur légumes de la rue, puis à un moment donné, du quartier. Puis j'étais tanné de dire j'en ai plus. Et juste près de moi, il y avait une église qui avait des terrains défraîchis et qui, de toute évidence, avait de la difficulté à payer pour faire l'entretien de ces terrains-là. Fait qu'un soir, quand ma dernière tomate était partie sur le présentoir, j'avais encore ma pelle dans les mains. Je suis monté au presbytère direct, j'ai cogné à la porte. Le prêtre était en train de se faire à manger. Là, j'ai dit, ça te tente-tu que je te fasse pousser des beaux légumes sur le terrain de l'église? Il a baissé le feu. Puis il est venu me voir, puis on a commencé à jaser. Et puis finalement, j'ai déposé un projet, c'est après 1 an. Et le projet est véritablement orienté vers l'impact social du projet. Les légumes deviennent un prétexte pour être capable d'offrir une solution. Parce que pour nous, pour moi, en fait, ce que je voyais, c'est que dans tous les défis qu'on a, que ce soit au niveau climatique ou que ce soit même par rapport à la pandémie, toutes les solutions passaient par la restriction. Ah, regarde, tu vas te faire vacciner. Tu vas commencer à rentrer pas plus tard que telle heure. Ah, tu vas te faire vacciner une autre fois. Ah, bien, pourquoi pas? Puis là, jusqu'à 4 fois comme ça, là, avec les masques puis les contraintes. Changement climatique, on a encore beaucoup de pression. Alors, pour arriver à solutionner des enjeux pressants pour notre société, il y a beaucoup d'anxiété, alors que quand on fait juste planter un légume, faire le geste de planter un aliment quelconque, moi j'aime bien les tomates, là, mais à ce moment-là, c'est de prendre en charge une partie de sa destinée, de son alimentation, c'est de refuser le modèle industriel qui nous est proposé. Réal. Donc, je termine là-dessus, pour un seul plan, c'est pas banal. Et depuis ce temps-là, la ferme de rue mise là-dessus pour être capable d'avoir un impact social et de créer l'empowerment dans sa communauté. Merci de votre patience. Oh! Hey, quel homme passionné! Oh! Ben, je me rappelle, on a fait une petite vidéo ensemble, puis tu me dis, ça m'a toujours marqué, là. Ce qu'on fait, c'est qu'on sème un petit quelque chose dans le cœur des enfants, puis ça fleurit, puis ça s'en dit long sur toi. C'est magnifique. Ben, notre Merci. vie, c'est quand on s'aime, on s'aime. Merci, Réal. Esther. On reste dans l'alimentation et la poésie. Donc, en fait, pour moi, ça n'a pas été une transformation aussi radicale. Pourtant, elle l'est, mais il y a quand même un fil conducteur, en fait, parce que j'ai grandi un pied à la ville et un pied à la campagne. Et dans le pied qui était à la campagne, où j'avais souvent les 2 pieds pendant les vacances et les fins de semaine,
Moi, mon grand-père et mon oncle étaient agriculteurs. Ils élevaient des animaux, en fait, pour la viande. Puis moi, jusqu'à 13, 14, 15 ans, là, moi, je pensais qu'un animal, même s'il était pour la consommation humaine, il courait dans un pré et que quand il était malade, il était ramené à l'écurie, puis on le soignait, puis il y avait un vétérinaire, et puis après, on le ramenait avec ses amis. Et puis qui mangeait de l'herbe et que l'hiver, il avait un endroit chaud avec du foin et de la paille. Donc moi, j'ai cru ça pendant très longtemps. Je le crois encore en plus, c'est ça. Je crois que c'est possible. Donc j'ai encore cette utopie-là. Mais et puis ça a été au fur et à mesure, en fait, en accompagnant donc mon grand-père dans les foires agricoles, où là, je les voyais rentrer en furie contre des agriculteurs qui utilisaient des hormones. Ça se voyait, ils étaient capables de le voir sur un animal. Et je me souviens de cette colère-là, et où je me suis dit, tiens, je pense que c'était un premier signal, qui me disait, tiens, il y a plusieurs façons de faire des affaires, puis il y en a des meilleures que d'autres. Parce que moi, je trouvais que celle dans laquelle j'étais élevée, elle était quand même bien meilleure que l'autre qui mettait son bœuf aux hormones. Donc ça a été un premier truc, et je me suis dit, il y a des indices qui me disent qu'il y a des meilleures façons que d'autres que faire des affaires, que d'avoir des activités. Et puis, bon, fast forward, il y a eu d'autres choses, d'autres indices aussi, mais après, bien plus tard, donc moi, j'ai fait des études en administration, j'ai travaillé un peu, je suis venue ici à McGill pour faire mon MBA. Et il y a une association dans laquelle je suis rentrée qui s'appelait Students for Responsible Business, qui est aujourd'hui Net Impact, qui était justement à essayer de montrer des initiatives, des entreprises qui répondaient à des enjeux de société, en fait, environnementaux notamment, mais aussi des enjeux sociaux par leur modèle d'affaires. Et puis c'est là que j'étais allée à des conférences, et puis il y avait The Body Shop à l'époque. Enfin, tu sais, on dit ce qu'on veut maintenant de ces entreprises-là, n'empêche qu'elles ont pavé la voie. Il y avait Ben & Jerry's, etc. Et ça, ça m'a complètement émerveillée. Puis là encore, ça a confirmé que je me disais, il y a plusieurs façons de faire des affaires. Et là encore, donc ça a été. Ensuite, je suis rentrée chez L'Oréal. Donc là, c'était mon pied à la ville. Là, je voulais vraiment travailler dans une grosse entreprise. L'Oréal, merveilleuse école. J'ai fait 5 postes en 6 ans de carrière chez L'Oréal. J'étais en gestion de ce qu'on appelait à l'époque les ressources humaines. Je sais que c'est tabou maintenant, mais c'est ça que je faisais. Et j'étais en usine. J'ai commencé en usine, et ça, c'était assez fantastique parce que chez L'Oréal à l'époque, puis dans les processus industriels, l'environnement était il y avait 4 piliers industriels et l'environnement en faisait partie. Puis je me suis dit, OK, il y a quand même des façons, c'est pas parce que tu es dans une grande entreprise que tout est négatif. Bon, après, sur les produits, c'est venu plus tard, c'est un autre sujet. Mais donc, je suis allée en filiale à l'étranger, j'étais au siège social, j'étais en usine, en centrale logistique. Donc là, j'ai tout appris sur l'entreprise et je trouvais ça quand même assez fascinant. Et ça m'a permis aussi de voir qu'il y avait multiples modes de management. Et ça a été une grande découverte aussi parce que j'ai vécu le pire, mais j'ai aussi vécu avec des managers qui étaient extraordinaires. Je me suis dit, c'est à ça que je veux ressembler. Donc ça m'a donné un bon panel, notamment de connaissances industrielles, marketing, etc., de filiales de grands groupes, et en plus des modes de management qui étaient divers et variés. Et puis à un moment, ce qui s'est passé, au bout de 6 ans, je me suis dit qu'il fallait commencer à dépenser beaucoup d'énergie pour jouer du coude, pour monter en hiérarchie, que tout d'un coup, la politique corporative prenait énormément de place. Et je me suis dit, je crois pas que c'est pas fait pour moi. Moi, j'avais envie, j'étais dans l'action, j'avais envie de mener des projets, j'étais ravie de partir en filiale à l'étranger, etc. Donc moi, j'avais envie de faire des choses sur le terrain. Et là, je commençais à voir qu'il fallait vraiment, vraiment passer du temps et de l'énergie à gérer sa carrière. Et je me suis dit, non, je me vois pas. Puis de toute façon, ce qui s'amène, en fait, en tout cas, m'enthousiasmait pas. Et puis, il y a eu un concours de circonstances, j'étais enceinte, j'ai fait mon congé maternité, etc. Et puis là, on s'est fâchés bons amis. Et je suis partie, j'ai quitté L'Oréal à ce moment-là. C'est là que je suis venue m'installer ici. Et donc tout ça a quand même, ça s'est accumulé. Et je me suis dit, en quittant L'Oréal, je me suis dit, moi, ce que je veux faire, c'est avoir un impact auprès des entreprises, des organisations, quelles qu'elles soient, mais finalement des regroupements humains et ce que je veux, c'est pouvoir transformer ces regroupements-là pour les amener à avoir un impact qui soit meilleur, pour s'adresser par leur modèle d'affaires à des enjeux de société, de la planète, etc. Donc c'est ça que j'avais en tête. Et j'ai commencé à faire ça bénévolement, vraiment. Là, justement, j'étais en congé maternité, j'avais beaucoup de temps.
non, pas beaucoup de temps, mais quand même, je l'ai trouvé, je me suis organisée et puis j'ai migré ici. Et mon obsession a été de me dire, OK, je veux devenir consultante en développement durable. Et ça, je parle de ça, c'était il y a 19 ans. Inutile de vous dire qu'il n'y avait pas grand monde. Eux, ils étaient à peine nés, là, les quintus, là. Donc, ouais, on se regardait. Il y avait des Jean-Philippe, il y avait Michael Carlier. Enfin bref, on n'était pas très, très nombreux, inutile de vous le dire. Donc, je suis rentrée aussi dans une association qui s'appelait Catalytique, qui était géniale, qui existe toujours. Et puis, bon, bref, de fil en aiguille, j'ai commencé à me faire un réseau et j'ai réussi à rentrer dans une petite équipe de consultants, toute petite, qui disait pour l'instant, on n'a pas de sous pour te payer. J'ai dit, ah, bon. Et puis, bref, je suis rentrée dans cette petite équipe-là. Puis, en fait, ça fait 19 ans que je fais le même métier, mais ça s'est complètement, évidemment, transformé au fil du temps. J'étais consultante dans une toute petite équipe. Je suis devenue, évidemment, associée de la petite équipe. Après, j'ai recréé une nouvelle boîte. Donc, Helio, aujourd'hui, on l'a créée en collaboration avec d'autres personnes. Donc, voilà, tout ça s'est transformé. Aujourd'hui, on est 11 personnes. Donc, ça, je dirais que je suis devenue entrepreneur après être devenue entrepreneur. En fait, dans ma tête, là, la transformation, ça a plus été une prise de conscience en me disant, ouh là là, mais je crois que ça s'appelle, c'est ça, être entrepreneur. Mais ça faisait déjà un petit moment que je l'étais en réalité. Bref, voilà. Ce qui s'est passé Toucan aussi. Toucan, c'est une autre compagnie que j'ai co-créée, que j'opère pas. Vous imaginez bien, j'ai pas trop le temps, mais on est 4 fondateurs. Et en fait, Toucan, on s'est dit, c'était une opportunité. Donc, en même temps, parfois, il y a des changements qui arrivent parce qu'on rejette quelque chose, on veut quitter quelque chose, puis d'autres fois, c'est tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous appelle et qui se présente. Donc enfin, en tout cas, moi, je vous invite beaucoup à écouter les signaux faibles qui deviennent assez vite forts. Mais en fait, il y avait un enjeu, il y avait un gros problème et puis il se trouve qu'on était un petit groupe de personnes qui avions certaines compétences complémentaires pour arriver à l'adresser, cet enjeu-là. Ça s'appelle le gaspillage alimentaire. On s'entend bien que c'est quelque chose qui est totalement inadmissible. Et on s'est dit, nous, il y avait une des personnes dans l'équipe qui avait des compétences technologiques et on s'est dit, on va créer une boîte qui va développer des technologies pour s'attaquer au gaspillage alimentaire. Donc, on a commencé à travailler, en fait. Un autre alignement de planète fait qu'on a croisé la route de la directrice générale des banques alimentaires du Québec et qu'on a commencé à travailler avec les banques alimentaires. Puis aujourd'hui, l'idée, c'était pas de rester juste dans le gaspillage alimentaire, mais d'être dans tout, de devenir une technologie pour gérer les écosystèmes d'économie circulaire. Donc ça, voilà. Donc ça, j'y passe beaucoup moins de temps que chez Helio, vous imaginez bien. Donc voilà, je pense que pour la transition, puis je suis sûre que c'est pas fini, loin de là. Je pense que c'est que le début des aventures. Puis j'aime beaucoup voir comment la petite terre a évolué, tout le parcours jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'aime apprendre sur vous tous. En fait, je n'en savais pas autant et je remarque que c'est moi qui ai du feedback. Oh, Stéphanie, je te laisse. En fait, non. Joanie, oui, bravo. Joanie. Donc, moi, c'est Joanie et toute ma vingtaine, pour moi, a vraiment été caractérisée par la quête de sens. Vraiment l'impression de ne pas marcher sur mon chemin. Et j'étais productrice en télé, en publicité, puis même si j'avais comme la job bien sexy aux yeux des autres, puis que tout le monde voulait, et que j'avais un chum, puis que j'avais un petit gars en santé, j'avais vraiment ce vide de sens, cette quête d'avoir un impact, mais de me dire, my God, je fais tellement d'heures, j'ai tellement de stress sur les épaules pour amener du monde à consommer des affaires qui n'ont même pas de besoin. Donc, tout au long de ma vingtaine, c'était vraiment cette recherche d'essayer de trouver ma place. Et à 30 ans, je suis tombée enceinte de mon deuxième fils. Et Thomas avait une anomalie assez importante. Et quelques jours après sa naissance, on était aux soins intensifs néonatales. Et il y a eu plusieurs complications et il nous a quittés. S'en est suivi d'1 an et demi d'infertilité. Je suis retombée enceinte à nouveau d'une petite fille cette fois-là. Et son cœur a arrêté de battre à 6 mois de grossesse. Donc, ça a été un gros effondrement dans ma vie pendant ces 2 ans-là. Puis en même temps, c'est sûr que c'est hyper douloureux, mais en même temps, notre société ne vit pas avec la conscience de la mort. J'y vais deep, là, mais regarde, c'est comme ça.
Mais moi, ça m'a vraiment amené ça dans ma vie. Ça m'a amené cette genre d'urgence de vivre, de prendre conscience qu'un jour, moi aussi, je vais partir. Puis j'étais comme habitée par ce besoin de léguer quelque chose de plus grand que moi. Puis c'est comme une promesse que je me suis faite à 30 ans. Je me suis dit, là, à partir de maintenant, j'aurai plus de regrets. Puis quand tout s'effondre comme ça, c'est comme si, là, je vais parler pour moi, mais moi, ça m'a comme donné le courage d'écouter mon cœur, de juste écouter qu'est-ce qui était là, puis vraiment voir comme qu'est-ce que la vie a envie de faire à travers moi, qu'est-ce que je porte, qui je suis, puis comment je peux mettre ça au service. Puis comme j'avais beaucoup d'expérience en production, je me suis dit, je vais rassembler une équipe d'artisans de la télé, puis on va aller à la rencontre de gens qui ont vécu des grandes épreuves de vie, qui les ont transformées en force. J'avais besoin de m'inspirer de ces gens-là. J'avais besoin de savoir qu'un jour, j'allais comme aller mieux. Mais finalement, ce que je réalisais pas, c'est que toutes les personnes que j'interviewais, le moment où est-ce que leur univers s'est effondré, que ce soit à travers la maladie, que ce soit à travers d'autres épreuves, ça leur a tout donné le courage de justement changer le monde à leur façon. Et on l'a entendu, et présentement, je trouve même dans la transition, on le sait, il y a comme une énorme quête de sens, il y a la santé mentale des gens va pas bien. Puis en même temps, moi, je suis remplie d'espoir parce que je me dis, ces moments-là où est-ce que nos repères, on n'a plus nos repères, ça nous donne justement le temps de se poser les vraies questions, puis de créer un terreau qui est nouveau. Hein? Moi, j'aime beaucoup parler de la nature. L'automne, là, en nature, là, la nature meurt à elle-même en automne, mais c'est justement ces feuilles mortes-là qui vont être le compost pour le printemps, qui vont permettre à la forêt de renaître au printemps. Puis moi, je suis certaine, en tout cas, je le souhaite, mais c'est vraiment, ça a été mon chemin de justement prendre ce moment d'effondrement-là pour me permettre de renaître à moi-même, puis de changer le monde à ma façon. Et finalement, ce qui a découlé de tout ça, c'est une série documentaire que peut-être certains d'entre vous connaissent. Ça s'appelle Pastel Fluo. C'est sur Tout.tv et c'est tellement magnifique. C'est des gens, justement, qui osent marcher leur chemin, qui osent faire leur part. Puis je pense que c'est ça, pour moi, la clé de la transition, elle est là. Elle n'est pas de sauver le monde, mais je pense de vraiment s'ancrer à l'intérieur de soi, de voir qu'est-ce que je porte, moi, qui je suis, comment est-ce que je peux contribuer au changement à partir de ce qui me pétille de l'intérieur. Puis je suis certaine que si chacun d'entre nous, on a ce courage-là, qu'on va vraiment changer les choses. Puis c'est ce que je vois, en fait, là, présentement, on est en plein dans les tournages de la 2e saison où est-ce qu'on va repenser le paradigme de la santé, le paradigme éducatif, les écoles, la parentalité consciente. On s'intéresse beaucoup aux bienfaits de la forêt, sur la santé mentale, physique de l'être humain. Tu sais, le nouveau monde, il est déjà là, en fait. Je pense que c'est juste que ça nous demande d'avoir ce courage-là d'être un petit colibri. Je ne sais pas si vous connaissez la légende du colibri. Je peux vous la résumer en 30 secondes. En fait, il y avait un grand feu de forêt. C'est une légende autochtone. Et les animaux étaient en panique. Et le colibri a vu une petite flaque d'eau. Donc, il a commencé avec son bec à aller chercher de l'eau, éteindre le feu. Et les animaux disaient, colibri, tu vas pas éteindre le feu de forêt avec ces petites gouttes d'eau-là. Puis le colibri a dit, je le sais, mais je fais ma part. Puis moi, je pense que ça part de là. Tu sais, je pense que chacun d'entre nous, on peut contribuer au changement qu'on veut voir dans le monde. Puis je crois profondément que ces moments-là où tout s'effondre, c'est des terreaux tellement fertiles pour éclore. Tu sais. Donc, je vous invite en fait à vous poser, moi, c'est une grande question que je me suis posée qui est à qui je le donne mon temps? À qui je les offre mes talents? Où je la mets, mon énergie. Tu sais? Puis je pense que plus que jamais, c'est important de se poser ces questions-là pour vraiment prendre part à la transition, prendre part à la révolution même. Puis moi, je crois à une révolution qui est dans la bienveillance, dans l'amour, dans d'œuvrer ensemble au monde qu'on veut voir naître, en fait. Donc oui, là, il y a comme plein de problèmes actuellement, mais puis c'est ça, en fait, ma mission à travers Pastel Fluo, c'est d'ouvrir les portes sur le nouveau monde pour qu'on puisse ensemble, justement, œuvrer chacune à notre façon, à partir de ce qui nous nourrit, de ce qui nous rend vivants. Puis je trouve que ce que ça l'amène aussi, c'est qu'on a beaucoup moins le sentiment d'impuissance, tu sais, quand on fait juste
faire notre part, ben ça nous nourrit intérieurement. Puis il y a beaucoup ça aussi, en tout cas, il y a tellement de choses à dire, mais toutes les personnes que j'ai interviewées, que ce soit à travers mon podcast ou la série, c'est toutes des gens qui ont aussi fait une bascule intérieure. Puis je crois, puis c'est ce que j'observe beaucoup, et je trouve même avec toute la résilience que ça va nous demander les prochaines années, d'aller vraiment s'ancrer à l'intérieur de soi, d'aller trouver cet espace-là où est-ce que c'est paisible, même si c'est très agité à l'extérieur. Je pense que c'est vraiment une grande clé aussi de prendre soin de notre terreau intérieur autant que de notre terre. Puis là, je pourrais en dire long, mais je vais te laisser poser tes questions. Puis Merci, Joanie. Je suis passionnée. Et c'est la raison pourquoi on vous a choisi, parce que premièrement, vous nous inspirez, vous êtes passionnés. J'aimerais rebondir sur certains éléments, notamment, si on fait des événements pour parler de la transition, c'est qu'on est quand même conscient qu'on vit dans une époque qui a un certain lot de défis qu'on devra œuvrer ensemble. Je ne veux pas dire le mot affronter parce que je pense que à travers ce que vous dites, il existe quand même à ce jour plein de belles solutions. On en a entendu parler ce matin au panel pour ceux qui étaient là. Il y a des gens ici qui incarnent ces solutions, puis je suis persuadée que tous les gens dans la salle, vous avez aussi une part de cette transition-là en vous. Puis une des choses que tu nommais, que je trouve hyper inspirant, c'est que tous à notre manière, on n'a pas besoin demain matin de lâcher notre emploi pour aller fonder une entreprise. À notre manière, on peut œuvrer, et si ce n'est que de prendre le temps d'apprendre à se connaître, de se poser les questions, c'est quoi qui me passionne vraiment, puis comment je fais pour le mettre en œuvre. Ceci étant dit, à travers vos témoignages, on entend des déclics, on entend des histoires qui sont, ma foi, riches, et je suis persuadée que vous avez plein de clés, d'outils que vous pourriez partager aux gens. En fait, je devance une question, mais on va y aller avec celle-là. Tant qu'à y aller dans l'improvisation, voilà, on va y aller directement dans les outils. On va y aller un peu en mode ping-pong. Donc, la première personne qui est inspirée et je te redonne ton micro, Hubert. Qu'est-ce que vous avez envie de partager des apprentissages de vos parcours dans lesquels que vous avez vécu? Quelles sont les clés des outils que vous avez envie de livrer à notre public aujourd'hui? Moi, j'ai envie de dire que nous sommes dans un monde qui nous demande de toujours ajouter à nous-mêmes, de faire du développement personnel, d'être plus informé, de se tenir au courant des grandes problématiques. Mon expérience est exactement l'inverse. Je pense qu'il faut se défaire de soi-même. Et il faut désapprendre, enlever toute une série de peaux pour savoir qui est à l'intérieur. Et ce n'est pas en ajoutant des habits successifs, quel que soit le nom des séminaires, des formations, etc. Ce n'est pas en faisant ça qu'on va au cœur de soi-même. C'est tout à fait l'inverse. Ben, je peux y aller. J'ai quelque chose à dire. Moi, je suis vraiment une fille d'action. Puis je pense que s'il y a une chose que j'ai envie de déposer puis qui a été une méga prise de conscience dans les dernières années, c'est vraiment d'équilibrer le donner et le recevoir. Puis je pense que les entrepreneurs sociaux, on sait à quel point notre travail fait un impact, puis en tout cas, là, je vais parler pour moi, mais c'est facile de tomber dans l'épuisement professionnel quand justement on a un impact sur les gens. Puis je trouve que de vraiment équilibrer le prendre soin de soi et prendre soin des autres, pour moi, ça a été vraiment une grande prise de conscience. Puis c'est tellement important parce que sinon, on offre de notre temps à partir d'un espace qui est complètement vide et on n'est plus bien. Puis il y a une belle image que j'aime partager quand je donne des formations ou même en conférence, c'est l'image de la fontaine. C'est une fontaine, il y a deux parties. Il y a le bassin et il y a la partie fontaine. Le bassin, là, c'est notre responsabilité, chacun, chacune, de se remplir de soi, de se nourrir, de faire des activités justement pour être rempli. Puis là, je peux vous donner des exemples concrets comme moi, depuis cette année, à chaque vendredi, j'appelle ça mes vendredis self-care. Donc, c'est ma journée où je prends soin de moi, je m'en vais souvent en forêt, des fois, je m'offre un soin. Puis une fois par saison, je m'en vais 3 jours dans le bois où je me fais juste me déposer. Puis d'ailleurs, comme entrepreneur,
c'est souvent dans ces moments-là que j'ai eu les meilleures inspirations pour pastel fluo parce que justement, j'avais l'espace pour me déposer. Donc, puis là, il y a plein d'autres petits moments comme ça, mais d'équilibrer le prendre soin de soi. Donc, de remplir notre bassin et la partie qu'on offre aux autres, c'est la partie fontaine, c'est la partie qui dépasse de nous. Et là, quand on offre de cette façon-là, bien, on offre à partir d'un espace qui est plein, qui est nourri. On ne prend pas soin des autres de la même façon. Justement, on ne donne pas à partir d'un espace parce qu'on a envie justement que l'autre nous remplisse. Donc, pour moi, là, cette image de la fontaine, en tout cas, si je peux vous la déposer, puis moi, c'est un rappel quotidien de remplir mon bassin, d'équilibrer toutes ces petites actions au quotidien pour prendre soin de moi, parce que prendre soin de soi, ça nous permet de mieux prendre soin des autres. Puis je pense que comme entrepreneurs sociaux, comme acteurs de changement, c'est tellement important de se le rappeler, puis de se nourrir de ce qui de ce qui nous fait du bien. Je pense que c'est important. Il y a une chose qui m'a frappée, enfin qui me frappe encore, c'est à quel point souvent on manque d'imagination. Je m'explique, et je trouve que la curiosité, puis le fait de lâcher prise sur ces modèles est aussi hyper important d'aller. On parle d'inspiration, donc oui, évidemment l'inspiration, mais de pouvoir d'aller regarder, de ne pas imaginer que tout ce qu'on voit à l'extérieur soit applicable, pas applicable. Enfin, on voit beaucoup de. Je parle à beaucoup de dirigeants, de boîtes, d'entreprises, d'organisations, ou peu importe, mais c'est souvent, on regarde ce que font les autres, puis on se dit, oh non, mais ça, c'est pas applicable. Mais il y a tellement de choses qu'on peut apprendre dans l'expérience des autres soit sur la façon dont ils ont mené une transformation, soit sur des solutions qu'ils ont imaginées. Et je trouve que la curiosité et la capacité à faire des liens, soit entre les individus, entre les concepts, entre les idées, c'est quelque chose qu'on a finalement assez peu de naturel. On reste toujours, enfin, je trouve qu'on a tendance à rester dans les mêmes schémas. Et ça, c'est quelque chose qui me frappe, comme quoi, en fait, je suis frappée de voir à quel point c'est compliqué finalement pour la plupart des gens, et le fait effectivement d'être dans le quotidien, d'être en permanence dans vraiment à jouer au hamster avec ces activités quotidiennes, souvent empêche de voir les choses différemment. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine depuis, je pense, 20 ans, à me dire à quel point c'est important de rester curieux et de s'intéresser à ce que vivent les autres. Et de se faire aider aussi. Je veux dire, il y a toujours quelqu'un qui a vécu quelque chose auquel on se heurte. Et puis là, je ne vais pas nécessairement aller dans tous les principes de la nature. On le sait aussi, là, d'aller s'inspirer de comment la nature a réussi à résoudre des enjeux. Mais oui, de se faire aider, d'en parler, d'aller échanger, et surtout de pas se fermer la porte en disant « Oh là là, ça, toi, tu as réussi, moi, je n'ai pas réussi. » Non, non, il y a quelque chose à apprendre de ce que l'autre a fait. Et ça, c'est quelque chose que vraiment je vous invite à faire. Ouais. J'écoutais ce que tu disais par rapport aux habitudes qu'on a, puis qu'on reste un peu dans les mêmes schèmes. Puis justement, j'allais dire la capacité de s'écouter, mais surtout de sortir de sa zone de confort. Avec la ferme, ce qui s'est passé, c'est que évidemment, quand on part ça, on est aux aléas de la météo, les employés, les cultures. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'aventure qui fait en sorte qu'il y a une part qui est imprévisible. Même le défi d'avoir lancé ce projet-là, c'était de se lancer dans une zone un peu inconnue, puis certainement en dehors de la zone de confort dans laquelle j'étais. Et à travers de ça, ce que ça m'a obligé à faire, c'est de me poser des questions, à savoir pourquoi est-ce que cette décision-là me rend inconfortable. Et bien souvent, je me suis aperçu que les adhérences que j'avais étaient vraiment personnelles parce qu'objectivement, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, qui sont faisables. Puis quand j'analysais la situation, je m'apercevais que c'était moi qui avais peut-être certaines adhérences personnelles que je devais confronter. Mais ce qui m'a rendu service, c'était justement de dire, bon, maintenant que ça, c'est su, ça prend l'audace parce qu'il y avait un peu d'indignation. Vous l'avez peut-être senti tantôt là, dans ce que j'ai dit. Mais il y a surtout
une grande part de préoccupation sur comment est-ce qu'on peut faire pour être capable d'amener une solution qui peut être inspirante. Et puis, qu'est-ce que je vais faire pour y arriver? Alors que ça n'avait jamais été vraiment fait. Là, il faut construire, je ne voudrais pas le dire, là, l'avion pendant qu'il est en vol, mais c'était un petit peu ça qu'on faisait. Alors, et ça, ben, ça prend quand même une certaine capacité là, de se remettre en question, puis de se dire, ben, ça ne sera pas confortable, mais l'objectif est là. Donc, peut-être qu'il y a cet aspect-là aussi à considérer. Mais tu ne trouves pas que la remise en question, moi j'ai trouvé que souvent quand on passe à l'action, quand on a l'audace de passer à l'action, c'est après coup la remise en question, de dire ah oui mince, je ne savais pas que c'était impossible. Ah oui, c'est Hein? ça, exactement. Ah oui, c'est ça, tout à c'est ça. fait. On Tout à fait. plonge dans l'action et Oui. puis là tout d'un coup on se dit mais en fait pourquoi j'ai fait ça? Mais c'est souvent après coup. Tout à fait. Tout à fait. Comme nous, à Ferme de rue, là, on s'aperçoit qu'on est dans le champ gauche partout où on passe parce qu'on est économie sociale, on est un organisme communautaire, on fait des remises aux organismes de sécurité alimentaire, puis on vend des légumes au commercial, à des restaurateurs, puis à des épiceries. Fait que quand on arrive à quelque part, là, pour le MAPAC, on est comme « Ah, vous êtes communautaire ». Pour le communautaire, on est comme « Vous êtes des producteurs agricoles ». Fait qu'on est un peu dans le champ gauche partout où on passe, puis on s'en est même pas aperçu avant de le faire. Tu traces le chemin. Pardon? Et puis tu traces le chemin. Je voudrais ajouter quelque chose qui provient plus de mon expérience professionnelle d'avocat, d'artiste. Une vie d'artiste, c'est une vie très compliquée. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Tout le monde vous dira non », parce que c'est un peu le cas de la plupart des artistes. Et donc, dans cette trajectoire de refus, de rejet, de grosses difficultés, aussi bien financières qu'autres, pour ceux qui débutent et pour ceux qui deviennent des stars, finalement, il y en a beaucoup qui abandonnent. Et je me suis longtemps demandé, mais pourquoi est-ce que certains abandonnent et d'autres pas? Et je me suis rendu compte, alors je ne prétends pas que c'est une vérité universelle, mais c'était mes conclusions, que ceux qui n'abandonnent pas sont ceux qui n'ont pas le choix. C'est-à-dire ceux qui trouvent qu'en fait, ils ne pourraient faire rien d'autre. Et comme ils ne pourraient faire rien d'autre, ben, ils continuent à faire ça. Donc, quelles que soient les conditions, ils continuent. Et moi, je crois que quand on est arrivé à ce stade-là, en disant, mais en fait, contrairement à ce que je croyais quand j'étais enfant, je ne suis pas fait pour 1000 choses, je suis fait pour un chemin, eh bien, la question ne se pose plus de l'abandonner ou pas, parce que c'est le chemin qui s'impose à nous. Et ce n'est pas nous qui le choisissons. Je suis tout à fait persuadé, au stade de ma vie, que en fait, ce sont les chemins qui nous prennent, ce n'est pas nous qui prenons des chemins. Et c'est la raison pour laquelle il est important de se vider de toute une série de choses pour que le chemin puisse nous prendre. J'aimerais dire que par rapport à ce que vous dites, je trouve ça super inspirant, puis je reprendrai la métaphore de l'avion. Quand on se lance dans le vide, c'est là qu'on se rend compte, en fait, des capacités qu'on a incroyables. Et puis, au final, que dans cette chute, on acquiert, comment dire, une certaine force, puis même si finalement on doute, puis on veut abandonner, ben finalement, mais justement, comme Hubert, tu dis, le chemin est plus fort, puis on est attiré, en fait, dans la chute, mais en fait, à aussi, dans le fond, remonter par rapport à l'avion. Je pense que c'est important de normaliser que cette zone-là, quand on sort de notre zone de confort, qui nous fait peur, elle est normale. Puis la zone de réalisation de soi, elle est juste après. Donc, elle fait partie du processus, en fait, de tout le monde qui ose sortir de sa zone de confort. Donc, mais c'est pour ça que c'est important de rester alimenté à la source de ce qui nous rend vivants, de ce qui nous fait vibrer, puis de faire confiance en nos capacités qui se déploient aussi au fil du temps, un pas à la fois. Moi, je suis beaucoup, tu sais, oui, il y a la vision, mais c'est quoi ma vision juste du prochain pas? Puis de laisser aussi la vie nous surprendre, laisser la vie se dérouler devant soi. Moi, ça a vraiment été ça, là, mon processus de pastel flou. J'aurais jamais pensé que ça serait rendu là, mais ça a été un pas à la fois, un pas, connecté tout le temps à l'intelligence du cœur. Je pense que ça aussi, on n'en parle pas assez, l'intuition, qui est tellement complémentaire à notre tête. Tu sais, notre tête, elle est extraordinaire pour mener nos objectifs, pour concrétiser nos visions, mais notre tête ne sait pas c'est où qu'on doit aller. Fait que ça, c'est vraiment, tu sais, posez-vous ces questions-là quand vous avez une décision, un choix à prendre.
qu'est-ce que ça fait au niveau du cœur? Est-ce que ça l'ouvre ou ça ferme? Est-ce que ça dit oui ou ça dit non? Puis plus qu'on va s'ouvrir à notre ressenti, c'est une intelligence, là. Puis moi, je pense que ça va faire partie de la révolution, genre de se reconnecter à cette intelligence-là qui nous indique le chemin, un pas à la fois de ce qui est juste, qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant. Mais tu l'as bien dit aussi, il faut laisser l'espace aussi. Oui. Et la nature nous offre aussi cet espace pour justement pas rester dans notre tête, qui peut souvent aussi être des peurs, des blocages et finalement plein de constructions qu'on s'est fait et de là, être capable de déconstruire comme tu l'as bien dit Oui. aussi. Et c'est pour ça que je crois qu'on doit faire très attention à beaucoup de mots qui circulent aujourd'hui, et notamment le concept de nature en ville et de nature urbaine. Parce que c'est bien joli de mettre des pots de fleurs à droite et à gauche, pourquoi pas? C'est sûr que ça apporte et ça a des impacts, mais ça n'apporte pas l'impact de se sentir dans la nature. Et c'est vraiment se sentir dans la nature qui permet, à mon avis, de se défaire de toute une série de choses, pour une raison simple, c'est que quand on est immergé en pleine nature, on se rend compte que la nature est beaucoup plus puissante que nous. Donc, ça nous remet un peu à notre place et ça change la perspective. Et ça, ce n'est pas en allant au parc Maisonneuve qu'on va le ressentir. Donc, c'est important d'instaurer la nature en ville, mais c'est aussi important de dire aux gens, retournez chez vous, et chez vous, c'est la nature, parce que notre espèce a passé plus de 99,9% de son temps d'évolution dans la nature. Donc, c'est à la nature que nous appartenons et c'est là que nous devons retourner pour nous retrouver. Dans de nombreux cas, nous, on accompagne beaucoup de gens en nature. On s'est toujours rendu compte qu'au fond, ce que ces gens cherchent, c'est retrouver leur nature. Et c'est très difficile de retrouver la nature dans la culture et c'est très difficile de retrouver notre nature dans notre culture. Mais c'est un des aspects très importants du contact avec la nature. Et c'est pourquoi à l'Université dans la nature, nous ne parlons jamais de l'impact humain sur la nature, mais de l'impact de la nature sur l'humain, parce que cet impact est grandiose. Juste parce que je n'ai aucune idée du temps. Maxime, tu dis qu'il reste 10 minutes au panel ou 10 minutes même pour la période de questions? D'accord, au panel. Parfait, super. Donc, j'ai d'autres questions, mais déjà, si dans la salle, il y en a qui ont envie de poser des questions, vous pouvez aussi lever la main et on pourra en prendre. Et j'aurais envie de déjà poser cette question qui va amorcer un peu la finale du panel, mais comment accélérer justement cette transition, cette révolution vers une société où on va davantage inculquer l'importance que c'est important d'aller en nature, que c'est important de prendre un temps pour faire le silence en soi, puis de s'écouter, d'apprendre à se connaître, d'écouter cette intuition. Comment on fait justement pour utiliser les clés que vous nous avez apportées collectivement pour accélérer cette transition-là? Moi, je pense qu'on a besoin d'espoir. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de cynisme actuellement. Puis demander ce sur quoi on porte notre attention prend de l'expansion dans notre réalité. Puis moi, demander, ça a été vraiment une grosse prise de conscience de dire, attends, là, tu portes ton attention sur quoi? Qu'est-ce que tu nourris de parce que tu consommes, de parce que tu regardes? Puis à un moment donné, oui, ça va mal dans le monde, mais on peut porter notre attention sur les solutions. Puis moi, je suis en plein dedans, là, dans Pastel Fluo, je suis en train de voir le nouveau paradigme éducatif, les écoles, c'est tellement beau ce qui se déploie, que ce soit aussi le paradigme de la santé. Il y a comme plein de monde actuellement qui sont en train d'œuvrer à un nouveau paradigme. Donc, portons notre attention là-dessus, œuvrons, puis écoutons justement, ayons de l'espace dans notre vie. Je pense que tout part de soi aussi, là. Bien, on le dit beaucoup ce soir, mais de créer de l'espace, d'aller en nature. Puis la nature porte toutes les solutions. On observe la façon que les arbres communiquent ensemble, la façon que la nature est justement dans cet équilibre entre donner et recevoir, cet équilibre entre justement la collaboration, on t'en parlait tantôt. Donc, tout est là. Je pense que c'est juste d'avoir le courage de se mettre en mouvement puis de nourrir l'espoir, de nourrir qu'est-ce que je veux voir naître, qu'est-ce que je rêve. Tu sais, je pense que les mauvaises nouvelles nous bloquent. Puis même, il y a des études sur le cerveau qui l'ont démontré, que ça nous rend juste impuissants, ça nous fige. Tandis que quand on voit, puis on l'a vu dans le documentaire Demain, moi, ça a été une grande inspiration pour Pastel Fluo, quand on voit les solutions, quand on voit ce qui est possible, quand on se dit, OK, moi, c'est ce monde-là que je veux, mais ça nous donne l'élan pour œuvrer. Fait que moi, je pense qu'on doit vraiment nourrir l'espoir puis prendre conscience où est-ce que je porte mon attention dans la vie.
moi, j'ai remarqué que pour nourrir l'espoir, il fallait que je sorte de l'apathie, du cynisme, puis de l'acceptation de la situation telle qu'elle est. Parce que c'est beau de vivre l'éco-anxiété, de sentir que ces problèmes-là nous dépassent, mais dès le moment qu'on refuse l'apathie et qu'on décide de s'engager là où on est, il y en a une foule de solutions qui peuvent se faire. L'agriculture urbaine, j'en parlais tantôt, j'ai pas le temps de le dire, mais c'est à peu près la seule solution qui passe par le plaisir et qui goûte bon en plus. Donc, vous pouvez le faire, puis vous allez vous récompenser d'une certaine manière en étant maître de votre destinée sur les 2-3 légumes que vous allez faire pousser. Chose certaine, ça va être les meilleurs légumes auxquels vous aurez goûté. Donc, en partant, là, on vient de sortir un peu de l'apathie par un geste très positif. Vous n'avez pas de place, venez faire du bénévolat chez nous. Mais, et ça, pendant la pandémie, les gens qui se passaient, on n'était pas dans l'obligation de porter le masque parce que c'est quand même assez grand, là. C'était comme s'ils sortaient d'un camp de vacances à la fin de la journée. À la fin de l'activité de bénévolat, il y en a plusieurs qui me disaient « J'ai déconnecté comme ça faisait longtemps que je n'avais pas déconnecté. J'ai eu du plaisir. » Le simple fait d'avoir les 2 mains dans la terre. Bref, il y en a peut-être d'autres solutions qui passent par le plaisir comme ça et qui ont un impact quand même significatif. Mais moi, celle-là, je l'ai identifiée, puis le vecteur de choses que ça rassemble, tant au niveau des enjeux climatiques, sécurité alimentaire, santé. Il y a tellement de vecteurs qui se retrouvent dans une solution comme celle-là que, veux pas, à quelque part, tu sens que tu as fait quelque chose de significatif et donc tu sors un peu de cette angoisse-là de sentir que la situation te dépasse. Alors, j'ai des plants de tomates pour tout le monde le printemps prochain, si ça vous tente. Mais j'aime ce que tu dis parce que à travers ça, en tout cas, je vais parler pour moi, mais des fois, on est tellement sérieux, puis on prend au sérieux notre mission, puis là, on veut changer les choses, puis il faut quand même pas oublier la joie à travers ça. C'est hyper important. Puis justement, un événement comme les 15 à 7, c'était ça notre objectif, de se rassembler pour se nourrir d'espoir, pour connecter ensemble, puis avoir du plaisir, puis célébrer aussi, parce qu'il y en a des belles choses qui se passent. Oui. En fait, moi, les seuls moi, ceux que je rends heureux avec mes quelques tomates et concombres, c'est juste mes écureuils. C'est un échec retentissant. On va se parler d'agriculture urbaine. Moi, je crois que c'est multifactoriel, en fait, là, ce qui va accélérer la transition. On le voit, ça s'accélère. Donc oui, donc l'espoir, etc., de s'inspirer des choses positives, etc. Mais il ne faut pas oublier que dans les organisations, c'est juste des humains. Enfin, il y a des processus, il y a des choses un peu lourdes, etc. Mais c'est quand même des humains qui travaillent dans les entreprises, qui travaillent dans les ministères, etc. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a j'ai lu ça à plusieurs reprises, donc ça doit être peut-être vrai. Mais une masse critique, c'est 15% des gens. Donc, à partir du moment où il y a 15% de la population ou des individus qui adoptent des choses ou qui ont un changement, enfin bref, qui appliquent finalement un signal qui était faible, ça devient une vraie tendance et ça devient un mouvement, un vrai mouvement proactif. Donc aujourd'hui, je pense que ça prend une combinaison de genre dans les ministères qui mettent des lois, des règlements, des subventions aussi. On n'a jamais vu autant les choses bouger que depuis qu'il y a les fonds éco-leaders et autres. Ça prend des dirigeants d'entreprises qui sont tout d'un coup, qui acceptent de baisser un peu la garde et de se dire je vais peut-être aller, et si j'écoutais, et si je m'inspirais, et si j'allais tester des choses, ou si j'allais peut-être m'entourer, tout n'est pas sur mes épaules, donc est-ce que je peux aller trouver des gens qui ont des parties de la solution, puis peut-être les laisser, voilà, encore baisser la garde et dire je vais les laisser intervenir, et je vais peut-être aller écouter ce qu'ils ont à dire, tout n'est pas de mon ressort, non, j'ai pas les moyens de changer le monde à moi toute seule, ou de transformer complètement mon modèle d'affaires, mais il y a peut-être des gens qui peuvent m'aider. Donc c'est ça, donc c'est aussi ces facteurs-là, et ce sont tous des individus dans leurs organisations, dans leur métier, en plus des citoyens, des consommateurs, évidemment. Un consommateur, ça vote, hein, on le sait. Donc pour moi, c'est multifactoriel, en fait, l'accélération du changement, et ça passe par différents acteurs. Moi, je voudrais ajouter que la semaine dernière, on a fait venir des scientifiques du monde entier à Sherbrooke pour le World Conference on Forest for Public Health.
C'était des gens qui venaient de Taïwan, d'Amérique du Nord, d'Afrique, enfin de partout. Et ce sont tous des scientifiques qui travaillent sur l'impact de la nature. Et à l'issue de ce congrès, on s'est dit, ben, finalement, la grande question qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas l'impact de la nature, parce que tout le monde commence à le connaître parmi les scientifiques, mais c'est comment fait-on bouger des décisionnaires? Comment fait-on bouger des gouvernements? Il y avait un scientifique anglais qui a calculé que l'impact de la nature en économie de santé sur la santé mentale au Royaume-Uni est de 18 milliards par an. 18 milliards de dollars par an. Ça ne fait quand même pas bouger le Royaume-Uni. À ce congrès que nous, on avait fait venir au Québec dans le but que les décisionnaires québécois soient informés, il n'y avait pas la CEPAC, il n'y avait aucun ministère, il n'y avait pas le ministère de la Santé publique, il n'y avait pas le ministère de l'Environnement, il n'était pas là. Donc, il ne faudrait pas que la forêt des initiatives individuelles qui, certes, existent, cache le désert des décisions. Et je voudrais terminer en disant qu'il faudrait faire très attention aussi au fait que le développement durable n'évacue pas la question du contact avec la nature, parce qu'il l'évacue. Le développement durable nous parle de la nature comme si c'était juste un problème de recyclage, de consignes et de calcul. Non, le contact avec la nature est beaucoup plus large que ça. Il contient la part affective, la part anthropologique, la part psychologique et une part d'ingénierie, mais la nature ne se résume pas à une machine pour ingénieurs. Donc, moi, je regrette beaucoup que le discours sur le développement durable, depuis maintenant plus de 30 ans, ait oublié la nature. Et il faut remettre la nature au milieu du village. Et c'est pour ça que le gros problème que nous avons, à notre sens, c'est que c'est un changement de culture qu'il faut arrêter de considérer la nature comme un objet, mais comme un sujet et entrer en relation avec elle pour son bien-être à elle et son bien-être à nous. J'ai dit que j'étais avocat dans une première vie, ben dans la deuxième, je suis avocat de la nature. Mais, il faut vous donner un peu espoir parce que le discours et les paradigmes en ce qui concerne le développement durable et les trois fameuses sphères commencent à évoluer. En fait, depuis quelques années, on voit apparaître, par exemple, 4 sphères avec la sphère culture, identité, qui commence à être isolée elle aussi parce qu'elle était inclue dans le social. Autre chose aussi qui a évolué, et là, je reviens plus au domaine des aménagements urbains puis de l'architecture, c'est qu'on n'est plus... on a encore le discours de l'empreinte écologique. Ça, ce discours-là, c'est un vieux discours. L'empreinte écologique, on a dépassé ça. Si vous entendez parler de ça, sachez que vous n'êtes pas à la bonne place. Parce qu'on est rendu dans une stratégie régénérative. Il ne faut plus penser à l'empreinte qu'on a. Il faut penser à qu'est-ce qu'on peut faire pour en faire plus, puis laisser la nature dans un meilleur état que quand on a commencé. Donc, il y a des approches comme en architecture, le Living Building Challenge, qui se trouve à être une approche net zéro sur à peu près l'ensemble des caractéristiques du bâtiment. Et même, on parle de net positif aussi. Même chose, les certifications net zéro carbone. Là. Faites attention à ça. C'est des certifications de riches. C'est des certifications faites pour le monde de la construction. Ce n'est pas des certifications qui sont faites pour véritablement l'esprit du développement durable. Quand je vois ces choses-là émerger dans des industries comme celui de la construction des grands bâtiments, puis tout ça, où finalement, c'est les gens qui ont des intérêts là-dedans, qui font les sous, qui profitent de notre conscience écologique. Mais ça, pour moi, ça dénature complètement ce que le développement durable pourrait avoir comme influence s'il était réfléchi et pensé comme tel. Là, on a des opportunistes en affaires, des certifications LEED, là, les certifications, là. Savez-vous combien de cours de formation puis de CEL que je reçois? Il n'y a pas une journée où je ne recevais pas 4-5 offres de formation où, dans le fond, ce qu'on essaie de faire, c'est de te vendre plus de produits autour de cette certification-là et ça en devient harcelant. Et au bout du compte, quand on regarde la véritable valeur de la certification, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Et je trouve que l'approche collaborative pour y arriver fait émerger beaucoup de sujets. Par contre, je crois que de penser qu'on est
à se limiter au niveau de l'empreinte écologique. On n'est plus là. La planète a besoin d'autre chose. Quand on pense à la situation des réfugiés climatiques, je vous conte une anecdote, puis je finis là-dessus, OK? Je vous conte une anecdote. En parlant de réfugiés climatiques, là, je suis en fin de saison, moi, puis je cherche des employés pas à peu près parce que tous mes employés sont transformés en citrouilles quand l'école a recommencé. C'était des étudiants. Donc, j'en ai perdu beaucoup qui sont retournés à l'école. Puis là, j'étais quand même une fin de saison. Puis à un moment donné, il m'arrive quelqu'un qui vient d'avoir un permis et d'origine du Mexique. On finit par... moi, je suis rendu là, vraiment en baragouinage. Je suis au niveau 4. Fait que je suis capable de me faire comprendre plus ou moins en espagnol. Puis quand j'ai demandé pourquoi il était parti de chez lui, il me dit « Je suis fermier, mais j'avais plus d'eau sur ma ferme. » Quand j'ai vu la quantité d'eau qu'on prenait moi-même là, sur ma ferme que je considère écologique pour nettoyer mes légumes, puis pour faire la préparation, on a 2 fermes, bien, j'ai décidé de faire un système de recirculation des eaux l'an prochain pour récupérer nos eaux de lavage. Parce que d'avoir cette situation-là, il est en face de moi, ce gars-là. Là. Il y a une famille là-bas, il a été obligé de partir du Mexique, il est fermier, il n'y a plus d'eau. Donc, je crois que si on est pour parler de développement durable, il faudrait qu'on soit capable de considérer ces enjeux-là puis faire du développement durable pour tout le monde et surtout pour ceux qui souffrent des conséquences des excès des pays riches. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, je crois qu'il faut remettre le développement durable comme sujet de réflexion et imaginer aussi, je ne veux pas défendre le terme développement durable, mais à défaut d'en avoir un meilleur, il faut être capable aussi de remettre les composantes et de voir l'évolution, comprendre qu'on n'est plus dans une approche de limite, mais qu'on est dans une approche de impact. Je finis là-dessus. On avait le symbole du pied quand on parlait de l'empreinte écologique. Il y a des travaux d'un John Norris à Harvard qui, lui, parle du handprint. On est passé du footprint au handprint. Puis aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est faire la différence par l'action et c'est le handprint qui compte. C'est ton action qui compte beaucoup plus que de limiter ton empreinte. Voilà. Et je rajouterais bien, merci, un point. Je pense qu'il faut aussi, il y a 2 choses que les entrepreneurs et les individus et les professionnels peuvent faire. D'abord, c'est de nourrir leurs militants intérieurs. Et d'incarner en fait une certaine forme de militantisme. Et quand je parle de militantisme, c'est pas de l'action, c'est pas forcément être militant de l'environnement en tant que tel ou d'un sujet comme ça. Ça peut être être militant d'une nouvelle forme économique, d'un nouveau modèle, de nouvelles façons de faire, militant d'une meilleure façon de faire des affaires. Et ça, on peut tous être militants, puis quand on est entrepreneur aussi, là, c'est évidemment, même si on n'est pas justement dans le domaine du développement durable, faute d'avoir un meilleur terme. Donc, je crois que le militantisme, c'est important et il y a plein de choses dont on peut être militant. Donc, n'hésitez pas à laisser votre militant se nourrir et parler. Et de l'incarner surtout. Donc ça, c'est... Voilà. Et puis après, moi, je crois beaucoup au fait que nos modèles d'affaires doivent être au service de l'impact qu'on veut avoir dans le monde et non pas d'essayer de trouver de l'impact autour de notre modèle d'affaires. Voilà. Mais je suis d'accord, j'ai juste envie de rajouter, selon moi, c'est vraiment une grande bascule dans notre conscience, en fait, qu'on doit faire individuellement, collectivement, puis tout part de soi. Je pense qu'on ne faut pas minimiser l'impact que juste nous, dans nos choix de vie, dans où est-ce qu'on fait circuler notre argent individuellement, tous les petits choix dans le micro vont se retrouver dans le macro. Donc, oui, les dirigeants, oui, mais chacun de nous, on a déjà ce pouvoir-là, en fait, juste de faire qu'est-ce que j'achète, où est-ce que je donne mon temps, à quel employeur, est-ce que c'est en lien avec mes valeurs? Donc, de se ramener, je pense, on en a du pouvoir, on en a du pouvoir. Puis si chacun prend ce pouvoir-là, bien, ça va vraiment changer les choses. Donc, je pense que c'est important de se ramener à ce que chacun d'entre nous peut faire individuellement. Merci. Et en parlant de pouvoir, j'aimerais pouvoir vous offrir le pouvoir de poser peut-être la dernière question au panel. Est-ce que quelqu'un a quelque chose sur le... Ouh, je vois 2 mains. Je laisse Maxime choisir et porter le micro.
Oh non, c'est difficile. J'ai vu deux Jean mains. Benoît, écrivain, rédacteur. Raphaël Barry, qui porte le même nom de famille que moi. Ben non, 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 non. J'ai vu Raphaël en premier, Jean Benoît. Mais sache que ce n'est que partie remise. Oui, merci pour les fantastiques réponses. C'est vraiment bien. Question toute simple, mais très profonde. Pourquoi la transition écologique? Parce que j'ai vu, je ne sais pas si vous avez vu, ça faisait quand même un petit bout de temps, il y avait Jean-René Dufort, à Infoman, qui est allé voir le premier ministre Justin Trudeau pour dire pourquoi on ne fait pas juste un gros party là, dans les 15-20 prochaines années, puis après ça, on finit ça. Puis on dirait que le monde n'était pas capable de dire une réponse. C'est comme on le sait au fond de nous autres, pourquoi qu'on va avoir une continuité. Mais je pense qu'il faut avoir une raison de vivre collective. Oui, on est capable de se trouver un sens justement dans nos vies personnelles, mais je pense que collectivement, il faut avoir aussi cette raison de vivre-là. Je serais un petit peu curieux de voir comment vous voyez ça. Comme un échec. Parce que pour moi, si on décide de faire le party après avoir on décide de baisser les bras, puis de faire la fête, puis de se dire, ben là, vu que de toute façon, on a fait tellement de dommages, tu sais, que aussi bien de continuer dans cette direction-là. Pour moi, il y a un constat d'échec important. On est capable de mieux, on est capable de plus, puis on est capable de mieux centrer nos besoins et de faire en sorte qu'on n'oublie pas l'autre. Là, c'est qu'on est dans une époque où l'individualisme prend tellement de place que ce genre de pensée-là peut sembler, ben, tant qu'à faire. On est souvent de se payer le maximum de fun qu'on a, mais dès le moment qu'on se met à penser à l'autre, puis à se demander, hey, je ne suis pas tout seul, on est en interrelation, ben pour moi, il y a comme un appel, là, c'est comme, je ne peux pas accepter qu'on puisse faire preuve de défaitisme puis de dire, ben, on va laisser les changements climatiques parce que en les laissant aller comme ça va là, les gens qui vont en souffrir, là, vont devenir de plus en plus nombreux parce que c'est pas banal d'avoir cette approche-là. Il y a des gens qui payent pour les décisions qu'on prend ici et ça fait mal. Donc, pour moi, je crois que le combat mérite, même s'il est perdu d'avance, on va se le dire, là, on va en avoir des conséquences très importantes. On n'arrivera pas avec les objectifs de maintien des températures en bas du niveau où il pourrait y avoir des conséquences. On le voit, le Canada est en feu, le Québec passe au feu. Donc, le combat, là, il n'y a pas beaucoup d'espoir. C'est dans ce temps-là qu'il vaut à peine. Moi, je n'ai pas du tout ma vie. Je suis très, très étonné de ce. Je n'étais pas au courant de cette réflexion de Jean-René Dufort. Mais pour moi, ça témoigne d'une chose dont nous sommes tous victimes aujourd'hui. C'est que l'espèce humaine est en train de se retourner contre elle-même. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont honteux d'appartenir à notre espèce parce que cette espèce détruirait la nature. Et quand on a inventé le mot anthropocène, c'est ce qu'on a voulu dire. Hein. C'est que finalement, l'anthropos, donc l'humain, détruit la nature. Selon moi, c'est un discours qui est piloté et c'est un discours qui est faux. Parce qu'en réalité, ce qui détruit notre environnement, ce n'est pas l'humain. L'anthropocène a commencé à la date, on fait toujours remonter, à la date de l'invention de la machine à vapeur. Ça veut dire que c'est la machine, en fait. Et c'est les industries, ce sont les très grandes corporations qui sont en train de détruire le monde naturel avec l'aide de beaucoup de gouvernements. Mais l'être humain n'a pas ce pouvoir à lui seul. Et j'en veux pour preuve une étude qui est sortie en 2021, qui est tout à fait l'inverse de ce qu'on nous raconte actuellement. C'est qu'on a montré que dans tous les endroits au monde où des sociétés traditionnelles ont habité, la biodiversité est plus riche que dans les endroits où ils n'ont pas habité. Ceci signifie que l'humain est bon pour la nature, contrairement à ce qu'on est en train d'essayer de nous faire croire. Et qui profite de ça? Qui profite de ce discours? C'est encore une fois les grandes corporations. Parce que quand elles auront fait croire à tout le monde que c'est nous les coupables, elles auront échappé à toute législation pour les réguler, parce qu'elles diront exactement comme fait l'industrie des armes, ce n'est pas nous les coupables, ce sont les utilisateurs de nos produits. Donc, je trouve que ce discours est très dangereux et il est très naïf. Et puis moi, je pense qu'il ne faut pas oublier que
la société qui peut émerger de ce qu'on vit présentement peut être tellement belle, peut être tellement saine. Je pense que c'est cette conscience-là qu'on est en train de faire, qu'on est tous un finalement. Nous, la nature, les animaux, puis si on repense au fin fond des choses, là, où est-ce qu'on fait circuler notre argent? Pour quelles raisons exactement? Est-ce qu'on peut prendre soin du vivant? Est-ce qu'on peut prendre soin des humains? Est-ce qu'on peut prendre soin de la nature? Est-ce qu'on peut prendre soin des animaux? Je pense que si ça gouverne le monde, et je pense sincèrement qu'on s'en va vers là, c'est la prise de conscience, cette conscience unitaire qu'on est tous un. Une fois que ça va basculer dans 15% de la population, c'est magnifique ce qui peut en émerger. Fait que je pense que c'est important de garder une vision de ce que ça peut être et de ce que c'est déjà en fait, puis de se mettre en mouvement. Je trouve ça tellement important en fait, c'est tout ce qui nous reste présentement, de nourrir l'espoir, de nourrir cette vision-là qui est possible, qui se fait déjà, puis de faire un pas devant l'autre. Puis, tu sais, quand on fait ces choix-là, c'est que ça... Qu'est-ce qui fait booster votre énergie vitale, tu sais? Puis plus qu'on va être à incarner ce changement-là qu'on veut voir dans le monde, plus qu'on va se sentir vivant, plus qu'on va se sentir bien en communauté aussi. Je pense que c'est important aussi de ne pas prendre toute la charge sur nous, mais de prendre conscience à quel point chacune, on a notre médecine à offrir au monde, on peut contribuer tellement différemment. Donc, moi, je trouve que c'est vers ça qu'on s'en va, d'être ensemble, d'œuvrer ensemble, puis de se mettre en action, en équilibre, tout le temps en se nourrissant soi-même, en étant bien. Mais c'est ça, je pense que c'est important de nourrir l'espoir, puis de s'enligner vers ça, puis d'enligner nos actions, puis de prendre notre responsabilité individuelle et collective. Et puis, Vas-y, Esther, le mot de la fin. Non, mais parce que je pense qu'on est. Je trouvais que la réponse était dans ta question. En fait, j'avais même pas vraiment l'impression qu'elle attendait une réponse, en fait, ta question, qui était un peu une évidence, mais je pense qu'on est plus intelligent que ça. En fait, on a été capable d'inventer des choses extraordinaires. Notre mode de vie, enfin, on a été capable d'une intelligence incroyable. On a juste eu des grosses œillères et puis voilà. Mais est-ce qu'on peut pas juste utiliser notre intelligence pour faire des choses qui vont s'assurer que les générations futures vont pouvoir avoir les mêmes chances que nous, quoi. Enfin, et puis celles qui n'ont pas eu notre chance, qu'elles puissent les avoir aussi, cette chance-là. Moi, je pense qu'on est plus intelligent que ça. Puis rien que la satisfaction, je pense. Les 15%, là, c'est pas rien. Moi, que je suis arrivée au Québec et que j'ai voulu me lancer dans le domaine, on n'était vraiment pas nombreux. Puis aujourd'hui, on est des milliers, des dizaines de milliers. Et puis, c'est absolument fou le nombre de personnes. Enfin, vous êtes tous là, des gens qui veulent travailler sur ces sujets-là. Donc, il y a une satisfaction. Clairement, ça nourrit un besoin, ça nourrit un besoin de sens. Ça nous donne juste beaucoup de satisfaction. Donc, et puis, on a des enfants, globalement, beaucoup. Donc, on a une espèce de préoccupation qui est plutôt bienvenue, je pense. Ouais. Eh bien, c'est ce qui met fin à notre panel. Je vous remercie. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? J'avais cette impression-là là, qu'il pourrait avoir un petit espace. Je vais rester assis, je suis déjà assez grand. Madame Pastel Fluo, dont j'oublie le nom. Joanie, bonjour. Il y a quelque chose que tu as dit qui a retenu mon attention et c'est un thème qui semble traverser chacun de vos témoignages ce soir. Tu parlais de la difficulté qu'on doit nécessairement traverser, l'inconfort avant la réalisation de soi. Et ça, je pense qu'on a glissé rapidement là-dessus, mais à l'échelle de la société, j'ai l'impression qu'on nous a construit progressivement un monde où l'inconfort, c'est quelque chose qu'on tolère très, très, très peu. Et tant à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective. À partir du moment où on est incapable de tolérer quelque inconfort que ce soit, à la baie James ou ailleurs, c'est peut-être là une des clés pour réussir à avancer, de réaliser que, par exemple, lorsqu'on a arrêté de fumer dans sa vie, comme moi, on s'imagine toujours que ça va être d'une difficulté incroyable. On nous convainc, ça va te prendre des patchs, ça va être difficile. C'est une des trucs, c'est plus dur que l'héroïne.
que sais-je. La réalité est que, à partir du moment où on décide du changement, l'inconfort n'est jamais aussi inconfortable qu'on se les fait vendre. Et je crois que la société de consommation et le capitalisme a tout intérêt à ce qu'on pense que l'inconfort va être absolu si on essaie de changer nos modes de vie actuels, alors qu'il n'en est rien. Puis je serais curieux d'avoir vos impressions sur le sujet de l'inconfort. Ben, je suis tellement d'accord. On est dans une société où on ne veut pas sentir d'inconfort, où est-ce qu'on a peur de la douleur. Puis moi, ça a été un des cadeaux cachés du deuil, là, des deuils, en fait, d'avoir tellement mal à m'arracher le cœur, mais en même temps, comment est-ce que je peux arriver à bien me faire vivre tout ça? Comment est-ce que je peux arriver à me connecter? Puis là, je pourrais en parler pendant 45 minutes, mais c'est juste ça, d'être dans les inconforts, en fait, dès qu'on a une tension intérieurement. Puis c'est pour ça que je trouve que notre ressenti, c'est tellement important de ne pas se bloquer à notre ressenti, parce que dès qu'on a une tension intérieurement, il y a une opportunité de transformation. Dès qu'on ressent de la colère, ben c'est qu'à quelque part, on ne s'est pas respecté. Donc, il y a tout le temps, toutes nos émotions inconfortables, c'est des cadeaux, en fait, sur des besoins qu'on n'a pas entendus. Donc, oui, je suis tellement d'accord qu'on doit apprendre, puis je pense que c'est ce chemin-là aussi d'apprendre la résilience, d'apprendre à cultiver la résilience, d'apprendre à être bien, même si ça fait mal, de laisser notre corps, en tout cas, là, c'est pas le sujet, mais notre corps est extraordinaire pour accueillir la douleur et la libérer aussi, tu sais, mais je pense qu'on doit apprendre ça, puis c'est un des apprentissages que je nous souhaite vraiment collectivement de faire. Puis moi, ça a été un grand apprentissage depuis les dernières années, puis je suis certaine que je ne pourrais pas parler ici si je n'avais pas osé vraiment plonger profondément dans mon univers intérieur, tu sais, puis ouais, je pense que c'est important. C'est important, puis ces moments-là aussi de repos, où est-ce que c'est inconfortable, on se pose les questions, ça nous permet d'aller vraiment en eau très profonde et c'est là qu'on a souvent les meilleures réponses aussi. Donc, je suis tellement d'accord. Osons aller à la rencontre de ces inconforts-là qui portent vraiment des solutions. Vraiment. Merci. Je me souviens que moi, je suis né à Bruges, en Belgique. Et Bruges, c'est une ville en Belgique qui est complètement en retard sur le reste du monde. C'est d'ailleurs pour ça que l'architecture est tellement belle, parce qu'elle n'a pas connu la révolution industrielle. Et donc, moi, je viens d'une famille qui est là depuis longtemps, et je me souviens très bien que quand j'étais petit, mes grands-parents disaient que le confort était vulgaire. Et donc, il n'y avait pas, chez eux, il n'y avait aucun siège confortable. Et quand ils nous voyaient nous affaler sur des sofas, quand on était chez mes parents, ils trouvaient ça absolument scandaleux. Et je crois qu'ils avaient raison. Parce que l'étymologie du mot confort est très intéressante, parce qu'au départ, confort, c'était ce qui donnait du courage, qu'on retrouve d'ailleurs dans réconfort. Être dans le confort, c'était être dans ce qui nous donnait du courage. Aujourd'hui, être dans le confort, c'est être dans le luxe qui nous assoupit. Et il y a un très beau livre d'un anthropologue italien qui s'appelle Homo Comfortus, qui parle de toute cette problématique qui, à mon avis, est énorme. Et je pense que tu as bien raison de la souligner. Mais je voudrais faire juste un parallèle avec la question du confort intérieur. Parce que nous vivons dans un moment de notre histoire où on est en train de nous faire croire que si on est mal à l'aise, c'est à cause de nous. Hein, parce qu'on n'a pas réglé des grands problèmes spirituels intérieurs, donc il faudrait peut-être faire un peu plus de pleine conscience, etc. C'est une pensée complètement néolibérale. Très souvent, si on se sent inconfortable, c'est parce que nous vivons dans une société qui nous place dans l'inconfort. Et moi, je ne crois pas que c'est en ça qu'on diverge. Je ne crois pas du tout que la solution soit d'aller dans l'introversion, d'essayer de comprendre pourquoi je me sens mal, etc. Je pense que ça va beaucoup plus dans le combat, en disant cette société est en train de faire quelque chose qui ne nous convient pas en tant qu'être humain, révoltons-nous, plutôt que de faire un examen introspectif de savoir si ce n'est pas lié à mon arrière-grand-mère. L'un n'empêche pas l'autre, par exemple. Puis, je dirais, surtout, écoute ton inconfort, quoi, parce que moi, par exemple, au moment où j'ai eu à faire des choix, enfin, où j'ai fait des choix, j'ai pas eu à les faire. Là, j'aurais pu rester dans la grande entreprise, etc. Mais c'était une avenue qui m'était beaucoup plus inconfortable que celle dans laquelle je me lançais à pieds joints dans quelque chose que je n'avais aucune idée.
le futur, on ne le connaît pas là, mais maintenant, on a suffisamment de données pour s'y préparer. Tout ce qu'on peut faire, le pouvoir qu'on a, il est sur comment est-ce qu'on peut se préparer pour le futur, puis essayer de le façonner d'une façon qui soit agréable, confortable. Confort, c'est pas... Mais surtout, il faut écouter son inconfort, parce que là, ça veut dire que tu es en dissonance cognitive entre ce à quoi tu crois, ce que tu penses être bon, et puis la situation dans laquelle tu es. Donc, moi, je trouve qu'il est très créateur d'énergie, l'inconfort. Ouais, vraiment. Puis j'ai juste un flash, je sais qu'on finit, mais de se mettre dans une posture de service, je pense que c'est vraiment important aussi. Ça change toute la façon dont on fait les choses quand on prend ce qu'on est, puis ce qu'on porte, puis qu'on se met vraiment dans une posture de service pour plus grand que soi. Je trouve que c'est une grande clé aussi dans cette révolution, transition, ouais, de se mettre au service. C'est ce qui met fin au panel. Joanie, Esther, Réal et Hubert, je vous remercie. Chers amis, Raphaël, Jonathan, Benoît, Sophie, est-ce que vous entendez la guitare? Bon. En fait, il y a, comme vous l'avez su, Laurence, comme vous l'avez su aujourd'hui, on est parents depuis 3 ans, vous le saviez peut-être, Stéphanie. Puis en fait, quand j'ai su que j'allais être papa, il y avait une bulle de créativité qui est venue, puis en quelques instants, j'ai réussi à composer une petite chanson pour le petit Léo à venir. Donc, je ne pensais pas faire ça ce soir, mais allons-y. C'est toujours plus facile d'écrire quand j'imagine le son des rires qui bientôt tout autour de moi me feront sentir plus grand qu'un roi. Ton annonciation inspire autour de nous que des sourires. Imagine ce monde qui t'entoure, cette énorme réserve d'amour. Laisse-moi te remercier. Tu me donnes le goût d'espérer. Bien sûr, je t'apprendrai à danser, lancer des pierres au bout d'un quai, gratter les cordes doucement des doigts, regarder le feu de joie, se laisser bercer par le temps, rentrer se blottir sur le divan, maîtriser l'art de raconter, mais avant tout, bien sûr, aimer, maîtriser l'art de raconter, mais avant tout, bien sûr, aimer. Il paraît que tu peux m'entendre, matin et soir c'est fou, tu danses, le rythme qui t'habite excite. Quand je pense à toi, mon cœur palpite. Je sais que t'aimes les goûts sucrés. T'es comme ta mère et moi. Tu sais, tu ne manqueras de rien. Crois-moi, amour, écoute, présence et joie. Le reste sera abondance. C'est fou comment la vie nous change. Surtout depuis 8 mois. Déjà, quand j'ai su que je serais papa, bien sûr je t'apprendrai à danser, lancer des pierres au bout d'un quai, gratter une corde doucement des doigts, regarder le feu de joie, se laisser bercer par le temps, rentrer se blottir sur le divan, maîtriser l'art de raconter, mais avant tout bien sûr aimer, maîtriser l'art de raconter, mais avant tout bien sûr aimer.
Moi, j'apprendrai à danser, lancer les pierres du bout d'un quai, gratter les cordes doucement des doigts, regarder le feu de joie, me laisser bercer par le temps, rentrer me blottir sur le divan, maîtriser l'art de raconter, mais avant tout, bien sûr, aimer, maîtriser l'art de raconter, mais avant tout, bien sûr. Merci, là. Vous n'auriez pas dû. Voilà, simplement toi pour le petit Léo. Et sur ce, je vous invite à rester avec nous, parler, prendre une petite boisson et vous amuser. Bon quintus à 7 tout le monde. Merci d'être présent.